Alors, parler de légionelle et légionellose en 2024, ça peut paraître surprenant parce qu'on va bientôt fêter le cinquantenaire de la découverte à la fois de la pathologie, la légionellose, en 1976, et puis l'année suivante, le bactériologiste américain McDade avait identifié les légionella, donc 1977, mais c'est pour toute autre raison qu'on va revoir le problème des légionelloses et des légionelles. D'abord parce qu'il y a plusieurs événements concomitants, le réchauffement climatique qui fait que, et vous le verrez un peu plus tard, les réseaux d'eau froide sont de moins en moins froids et contiennent de plus en plus de légionelles, et que, en plus, une particularité épidémiologique française que je vous partagerai avec vous tout à l'heure, font que l'Est de la France, pas que la région Grand Est, mais tout l'Est de la France, est davantage concerné par les cas cliniques de légionellose. Donc là, je vais vous présenter un petit diaporama ou de choses que vous connaissez probablement, mais il est toujours bon de faire des rappels. Vous savez, c'est comme en peinture, au mieux plusieurs couches, que Sarah Tahani, notre interne, avait préparé avant son départ en congé et que j'ai complété ces derniers jours. Donc, juste quelques rappels microbiologiques, épidémiologiques et cliniques sur les légionelloses. Donc, sur le plan historique, je disais qu'on allait bientôt fêter le cinquantenaire de la découverte des légionelloses, puisque la première épidémie identifiée comme telle, même si rétrospectivement on en a identifié d'autres bien avant, on la doit donc à un congrès de légionnaires à l'hôtel Stanford de Bellevue à Philadelphie, et au cours Je sais pas de depuis ce combien de temps je les entends congrès, pas. il y a eu de nombreux participants, donc d'anciens légionnaires, qui se sont avérés être contaminés par la climatisation, par le système de refroidissement plutôt des climatisations de cet hôtel. Et dans les semaines qui ont suivi, dans les jours et les semaines qui ont suivi, il y a eu 182 malades identifiés sur 4400 participants. Et là, déjà, à l'époque, on voyait que la mortalité, la morbimortalité, est quand même très élevée, parce qu'il y avait eu 29 décès. Donc, ce n'était pas passé inaperçu auprès du CDC. Vous savez, le CDC, c'est le Center for Disease Control, donc c'est l'organisme américain qui gère un peu les épidémies sur l'ensemble des États américains. Ils avaient donc mis en place une enquête, et au bout de 6 mois, le bactériologiste américain McDade avait identifié une bactérie dans la climatisation, en fait dans le système de refroidissement de la climatisation, pour être plus exact. Et du coup, il l'avait baptisé Legionella, du fait du congrès des légionnaires, pneumophila, puisque ça touchait essentiellement le poumon. Alors, il faut quand même savoir que la maladie des légionnaires, et la légionellose au sens large, c'est une maladie des temps modernes. Nos arrière-grands-parents et tous ceux qui ont vécu avant n'ont pas pu connaître la légionellose pour une raison simple, c'est que c'est concomitant d'une invention fantastique qui est l'eau chaude sanitaire et de systèmes de refroidissement pour les climatisations. Donc c'est bien aussi pour ça que on peut parler de pathologie des temps modernes, du fait que avant le XXe siècle, on connaissait pas bien la douche, on connaissait pas bien la douche à l'eau chaude, hein, et on connaissait pas bien sûr les systèmes de climatisation. Néanmoins, il y a eu d'autres épidémies plus anciennes que 1976, et c'est rétrospectivement qu'elles ont été mises en évidence. Mais s'il n'y a pas d'eau chaude, s'il n'y a pas de climatisation, ça devient compliqué pour générer des légionelles, enfin pour que les légionelles se multiplient dans les réseaux d'eau. Alors depuis 1976, eh bien, quand je montrais moi cette courbe en enseignement, en cours, je demandais, mais expliquez-moi cette courbe. Très souvent, les gens tombaient dans le panneau. Et c'est vrai que vous voyez, vous avez une courbe qui est quand même très plate entre 1988 et 1996. Alors, c'est le nombre de cas de légionellose en France. Et la plupart des personnes disaient, bah, peut-être que la légionellose, elle est vraiment apparue en France en 1996. Que nenni, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, on va le voir, c'est le système permettant les différents produits biologiques permettant d'identifier les légionelloses qui ont fait d'énormes progrès et qui ont permis de diagnostiquer la légionellose. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas avant, c'est qu'elle était tout simplement peu ou pas identifiée. Donc on voit bien que depuis 1996, les légionelloses sont quand même bien identifiées jusqu'à atteindre, j'allais dire, un début de plateau en 2004. Et depuis 2004 jusqu'en 2022, on n'a pas les chiffres 2023, c'est trop tôt. Eh bien, il y a une évolution en dents de scie des cas de légionellose, mais on voit bien quand même qu'on arrive à un niveau élevé. Il y a un petit peu cru en 2019, 2018-2019, mais qui reste donc à un plateau élevé. Je dis toujours ça parce qu'en épidémio, il ne faut jamais prendre en compte les chiffres de 2020. Parce qu'en 2020, il y a eu un petit problème dans le monde qui s'appelait
la Covid, et donc les chiffres de 2020 dans tous les domaines de surveillance sont biaisés parce que ça n'a pas été bien fait en 2020. Et puis il y a peut-être des patients qui n'ont pas été diagnostiqués. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que 2020, ce sont des années compliquées. N'oubliez pas d'éteindre votre micro, pourtant on vous l'a dit, on vous l'a écrit, c'est mieux pour que nous puissions tous s'entendre. Là, vous avez une revue de la littérature très récente que donc Sarah, notre interne, avait fait, où on voit donc des cas de légionellose récents et, étonnamment, la région Grand Est est concernée et on reviendra dessus sur les cas dans les Ardennes avec une vague de légionellose qui a fait plusieurs cas et malheureusement plusieurs décès à Charleville-Mézières en Ardennes, mais pas que, hein, il y a eu des cas mortels dans d'autres régions françaises et étrangères. Donc il y a des cas constamment de légionellose. Alors, sur le plan épidémiaux, pas de chiffres en 2023, c'est trop tôt. En 2022, on a un petit peu moins de 2000 cas notifiés parce que c'est une déclaration obligatoire. Je rappelle que la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire, avec un taux de notification de 2,7 cas de légionellose pour 100 000 habitants et un gradient est-ouest très marqué qui n'a pas franchement encore d'explication très scientifique, où on voit qu'il y a encore pire que la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, mais vous voyez se dégrader de l'Est à l'Ouest. C'est un dégradé malheureusement qui va toujours dans le même sens, parce que quand on regarde l'antibiorésistance, c'est aussi pareil, c'est mieux à l'Ouest qu'à l'Est. Moi, je vous conseille, si vous voulez vivre mieux, c'est d'aller en Bretagne. Apparemment, c'est là où il y a le moins d'antibiorésistance, moins de cas de légionellose. Plus sérieusement, la légionellose, c'est une pathologie qui touche préférentiellement les hommes. Donc là aussi, moi je trouve qu'en termes de parité, les femmes, vous devriez faire quelques efforts. Il y a 2,4 cas de légionellose chez les hommes pour un cas chez les femmes, avec un âge médian de 66 ans. Et rappelons-le, la légionellose n'est pas une pneumopathie bénigne, une létalité de 11%. Tout confondu. Et quand on observe des cas de légionellose à l'hôpital, nosocomiaux, eh bien, on atteint une létalité de 30%. Donc, c'est une pathologie qui tue encore beaucoup de patients. Quand on s'intéresse plus précisément en 2022 dans la région Grand Est, vous reconnaissez le découpage de la région Grand Est, avec des cas qui sont survenus à peu près dans tous les départements. Je crois même que dans tous les départements, il y a eu des cas, puisqu'il y a les 10 départements qui s'affichent, si je sais compter jusqu'à 10, qui s'affichent, qui représentent les 10 départements de la région Grand Est. Et vous avez eu comme ça 44 cas dans le Bas-Rhin, 23 cas, 22 cas dans les Vosges, 23 cas dans le Haut-Rhin. Et tout à l'heure, j'ai évoqué Charleville-Mézières, 11 cas en 2022, avec un taux de notification pour les légionellose qui varie on va dire, de 0,96 cas pour 100 000 à 6,15. Et les décès, en 2022, il y avait eu au moins 2 décès, c'est des chiffres de Santé publique France sur Internet, donc vous pouvez les retrouver. De façon plus générale, quand on s'intéresse à l'exposition à risque pour les cas de légionellose, là, il n'y a rien de nouveau. Quand on fait un petit peu une vision sur 3 années, les 3 dernières années de notification de 2020 à 2022, eh bien, à l'hôpital, on a assez peu de cas de légionellose nosocomiale, puisque ça ne représente que 6% des cas. Là où on a le plus de cas, c'est les voyages, et entre autres dans les hôtels camping, dans les résidences temporaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut quand même imaginer que les campings que vous allez visiter au mois de juillet, au mois d'août, ils ont été fermés une grande partie de l'année, même chose pour les résidences temporaires. Et quand ils sont remis en eau et circulation d'eau, eh bien, je vous conseille de partir en août et jamais en juillet, parce que c'est là où vous aurez des taux de légionelle le plus élevés. Le risque d'avoir un taux de légionelle le plus élevé, c'est au moment de la remise en route des circuits d'eau chaude dans les hôtels, campings, résidences temporaires. À noter quand même qu'en termes de pourcentage, les autres cas sont quand même assez nombreux. Et dans autres cas, c'est établissements recevant du public comme les piscines, les stades. Alors, ce n'est pas l'eau de la piscine, je vous rassure, c'est l'eau de la douche, de la piscine en général qui peut exposer le patient ou le professionnel. En termes d'évolution des expositions à risque, là, l'électroencéphalogramme est assez plat.
vous avez entre 2010 et 2022, avec donc aucune exposition rapportée, qui est quand même très majoritaire, malheureusement. La notion de voyage, qui est la première exposition à risque identifiée, suivie des établissements de santé et des autres expositions. Donc on voit quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que dans plus de 60% des cas, il n'y a aucune exposition à risque identifiée auprès d'un patient atteint de légionellose. Ça, c'était quelques notions d'épidémiologie qui étaient nécessaires de vous rappeler, surtout celles de 2022. Sur le plan microbiologique, il n'y a pas de grande nouveauté, hein. On parle souvent de l'espèce Legionella pneumophila. C'est simple, c'est parce qu'en fait, Legionella pneumophila, et en plus le sérogroupe 1, hein, sur l'ensemble des sérogroupes, il y en a quand même un certain nombre, représente 93% des cas de légionellose. Tout simplement, on le verra par la suite, c'est parce que la méthode biologique d'identification est plus facile pour Legionella pneumophila de sérogroupe 1. Alors, est-ce qu'il est surreprésenté? C'est pas impossible. Ce qu'il faut retenir, mais vous le saviez, c'est que c'est une bactérie qu'on trouve partout dans l'environnement, dans les sols, dans l'eau, dans la poussière. Donc c'est ce qu'on appelle une bactérie hydrotellurique de type gram négatif, aérobistrique, et qui a un développement intracellulaire. Elle a Loïc, oui, ton PowerPoint a disparu. On ne le voit plus. Je suis désolé, parce que pour moi, il était encore à l'écran. Il a disparu il y a longtemps. Il y a 30 secondes. Est-ce que vous Là, le on le voit. revoyez? Oui. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des gens qui cliquent sur partager Oui, c'est ça. par erreur. Je pense que c'est malheureusement une personne parmi nous qui a départagé mon écran. Donc des exigences en termes de culture, hein. C'est une culture qui est compliquée des légionnelles, et c'est aussi pour ça que il y a eu des méthodes plus récentes qui ont permis d'identifier plus facilement les cas de légionellose, parce que la culture est complexe. On retrouve essentiellement Legionella pneumophila de sérogroupe 1. 93% des cas de légionellose, c'est les données de Santé publique France en 2022. On verra pourquoi tout à l'heure. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les milieux favorables donc, à la prolifération des légionelles dans l'environnement, la chaleur, les réseaux, et puis le fait que dans l'eau, on trouve un petit parasite, un petit kyste qu'on appelle Acanthamoeba, qui permet aux légionelles de se réfugier à l'intérieur, puisque c'est une micro-organisme, une bactérie à développement intracellulaire. Et du coup, elle trouve à l'intérieur de ces Acanthamoeba, qui sont assez présents dans l'eau, dans les réseaux d'eau, un moyen de subsister et de proliférer. Donc les sites privilégiés sont les tours aéro-réfrigérantes, les eaux chaudes sanitaires. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, il ne devait pas y avoir beaucoup de cas de légionellose, et que c'est bien une maladie des temps modernes liée au progrès technique et à la création de nos réseaux d'eau chaude à domicile et dans les établissements, et les tours aéro-réfrigérantes. Donc on retrouve les zones domestiques, hôtelières et hospitalières comme pouvant être à problème. La transmission, là aussi, c'est très simple. Il n'y a pas de transmission interhumaine, à l'exception d'un cas qui aurait été identifié au Portugal, mais pour lequel, moi, personnellement, j'ai beaucoup de doutes. Il y a eu une publication qui fait état d'une transmission interhumaine entre une mère et son fils au Portugal. Mais c'est la seule j'allais dire, démonstration qui aurait été faite, et en tout cas publication internationale. Donc retenez que c'est que de l'aérosolisation entre de l'eau et de l'air, donc de l'eau qui peut provenir des tours aéro-réfrigérantes. Donc quand vous circulez en ville, eh bien, sur les toits des immeubles, vous avez des tours aéro-réfrigérantes qui ont pour objectif de refroidir l'eau qui sert aux climatisations. Mais plus facilement, vous avez votre douche. Donc là aussi, hein, vous pouvez aussi arrêter vos douches et vous laver à l'eau froide, plus de risque de légionellose. Les fontaines décoratives, ça a été observé dans certains endroits. Il y a eu quelques publications, il y a eu des fontaines dans des congrès, dans des salons, dans des parcs d'expo qui ont été contaminés et qui généraient donc un aérosol au air. Et donc, du coup, la voie d'entrée, c'est la voie aéro-supérieure. Une durée d'incubation qui est quand même, on dit de 2 à 10 jours, mais là, soyez très prudents, ça peut aller plutôt de 2 à 20 jours. Il y a eu des publications, on voit des cas de légionellose après 19 jours d'incubation, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt 2-10, 4-10, avec des fourchettes un peu plus grandes.
Bactéries intracellulaires, donc multiplication dans les macrophages alvéolaires, donc les cellules épithéliales pulmonaires. Donc on a vraiment un développement intracellulaire. Et puis, donc, il y a des facteurs de virulence qui existent sur les légionelles, avec certaines protéines qui permettent d'avoir une réplication plus facile, qui provoque la lyse des cellules. Et après, les légionelles filles vont recoloniser de nouvelles cellules. Donc, la pathogénicité, elle est liée donc à différents paramètres. Un paramètre environnemental, on vient de le voir, hein. Si vous vivez loin de l'eau chaude, loin des tours aéroréfrigérantes, peu de risques. Mais bon, dans nos mondes modernes, on a à la fois les deux. Alors, pas souvent des tours aéroréfrigérantes, c'est plutôt un problème urbain. Le fait d'être un hôte réceptif, je ne rentre pas dans le détail sur les facteurs de risque, mais plus vous êtes âgé, homme, fumeur et d'autres facteurs de risque, plus vous avez un risque élevé de contracter une légionellose. Et puis donc la maladie liée donc essentiellement à Legionella pneumophila de sérogroupe 1. Quand on regarde les formes cliniques, il y a une forme connue, la plus connue, c'est la pneumonie, la pneumopathie, qui est la deuxième cause de pneumonie aiguë communautaire. Donc elle est grave, hein. On a vu 10% de mortalité, 30% en nosocomiale. La fièvre de Pontiac est la forme la plus bénigne, celle qui doit passer, à mon avis, la plus souvent inaperçue. C'est un syndrome pseudo-grippal qui guérit spontanément avec une petite fièvre passagère. Et puis, il y a quelques formes extrapulmonaires, mais qui sont du domaine de l'exceptionnel, qui sont, elles, souvent graves, qui touchent plutôt les patients ayant des troubles de l'immunité, et on a des myocardites, des péricardites à légionelles. Retenez quand même que la pneumopathie aiguë communautaire et les pneumonies aiguës nosocomiales à légionelles sont quand même les formes les plus graves et les plus fréquentes. Alors, quand évoquer une légionellose, j'ai presque fini, devant toute pneumopathie communautaire grave, avec des signes extrapulmonaires, des signes digestifs, des myalgies, des signes neurologiques parfois. On peut avoir des troubles neurologiques, des céphalées, et puis bien sûr une radiographie évocatrice avec des opacités non systématisées à la radio pulmonaire. Si en plus vous avez un échec de première intention avec des bêta-lactamines de pneumonie, enfin qui traitent en règle générale en première intention les pneumonies aiguës, eh bien échec d'une bêta-lactamine, pneumonie avec signe extrapulmonaire, contexte potentiellement évocateur, quoique, on n'a pas forcément un profil toujours facile, sauf si c'est quelqu'un qui rentre d'une cure thermale ou quelqu'un qui rentre d'un camping ou de voyage. Néanmoins, l'ensemble de ces différents signes, pneumonie, échec d'un traitement, doit vous faire évoquer une légionellose, on doit y penser. Les méthodes diagnostiques, en fait, si aujourd'hui les Legionella pneumophila de sérogroupe 1 représentent 93% de l'espèce et du sérotype de légionellose, des légionelloses, c'est parce qu'en fait, il est identifié et exclusivement identifié pour la recherche d'antigènes urinaires. C'est une recherche simple sur un prélèvement urinaire et on peut avoir un diagnostic rapide, mais qui est uniquement porté sur les Legionella pneumophila de sérogroupe 1. Il ne reconnaît pas les autres sérogroupes de pneumophila et il ne reconnaît pas les autres espèces que pneumophila. Donc on a, j'allais dire, un focus et surtout une facilité d'identification de ces Legionella pneumophila de sérogroupe 1. Les autres tests, sérologie, culture et PCR, sont beaucoup plus faibles. Donc là, un tout petit détail avec une photo d'un test antigénique, test rapide, première ligne, avec une bonne sensibilité, 70-90%, mais surtout une bonne spécificité, 100%, limité au sérogroupe 1. La PCR légionnelle, elle permet de rattraper des diagnostics sur d'autres sérogroupes ou d'autres espèces. Les autres espèces, c'est plutôt sur la culture, qui est importante à faire parce que c'est ce qui permettra éventuellement de faire de la comparaison de souches entre une souche clinique identifiée chez un ou plusieurs patients et une souche environnementale. La sérologie n'a quasiment pas sa place dans le diagnostic bactériologique, peut-être un intérêt épidémiologique, encore que. Juste pour finir, sur les diagnostics bactériologiques en 2022, vous voyez que sur un gros quart des cas, 27,9%, une souche a été isolée à partir de prélèvements respi, mais dit autrement, dans 3 quarts des cas, on n'a pas retrouvé, on n'a pas identifié ou on n'a pas recherché de souche sur un prélèvement respiratoire qui n'a probablement pas été fait
Pourquoi? Parce qu'on s'est, entre guillemets, contenté, le mot contenté est à mettre entre guillemets, sur le diagnostic de l'antigène urinaire avec une recherche donc du sérogroupe 1 de Legionella pneumophila. Et quand on fait de la culture ou de la PCR, on peut trouver d'autres espèces. Alors, elles ont toutes des noms plus ou moins sympathiques, Langbichie, Middelii, Lancigensis, Anisa, donc qui sont rarement, mais qui peuvent être identifiés parmi les autres souches responsables de légionellose. Prise en charge clinique, précaution standard. On ne met pas en précaution respiratoire ou anciennement, vous verrez bientôt, gouttelette, les cas de légionellose, puisqu'il n'y a pas de transmission interhumaine en dehors de cette publication portugaise à propos d'un cas. Donc on ne va pas bouleverser, on ne va quand même pas mettre des précautions respiratoires pour ça. Antibiothérapie, alors c'est une antibiothérapie qui est très bien démontrée avec des schémas thérapeutiques, ce n'est pas le propos de notre réunion d'aujourd'hui, et kinésie respiratoire pour récupérer plus rapidement la fonction respiratoire qui est quand même bien abîmée par la légionellose. Voilà, j'en ai fini sur la partie biologique, sur la partie épidémiologique et quelques mots donc sur la partie clinique. Je laisse la suite à Émilie. Alors, ça va pas être moi, ça va être Madame de Montposa. Peut-être, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur cette partie de présentation, soit dans le chat, soit en réactivant votre micro. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les conversations. Juste on peut rappeler les règles. Il y a lever la main si vous voulez, donc qui est tout en haut. Vous levez la main et on vous donnera la parole. Mais Nathalie, peut-être que dans le chat, a récupéré des questions. Chat, tout à fait. Dans le chat, pardon, il y a une question. Avez-vous des notions de cas par les lavabos? Voilà la première. Et la deuxième, et les légionnelles dans les eaux froides? Alors, les légionelles dans les eaux froides seraient évoquées plus tard. En fait, c'est le terme froide qui ne va plus à partir d'un certain moment. C'est que les légionelles, elles ont un optimal de croissance au-delà de 30 degrés, mais elles peuvent pousser. Et donc, c'est une bactérie thermophile jusqu'à 50, voire 55 degrés. Hein, c'est tout à fait envisageable. Donc après, tout dépend de ce qu'on a en réseau d'eau froide. On le sait très bien dans nos établissements de santé, vous le reverrez plus loin, vous avez des réseaux d'eau froide où l'eau elle est plus froide, elle est à 18 degrés, hein, elle est à 18-20 degrés, et là, c'est tout à fait suffisant pour que les légionelles commencent à augmenter. Il faut savoir que dans l'eau froide, c'est-à-dire 4 degrés, vous avez des légionelles, mais elles sont en si faible quantité qu'elles sont en général peu détectables par les méthodes de culture. Et en fait, c'est quand vous augmentez la température de l'eau, donc il y a une croissance qui va se faire en fonction de la température, au bout d'un moment, eh bien, les légionelles vont commencer à accélérer leur croissance et c'est sûr qu'à 18-20 degrés, elles vont commencer à augmenter leur croissance. Dans les lavabos, c'est comme dans les toilettes, c'est parfaitement démontré. Aujourd'hui, on commence à mettre en évidence des risques de légionellose sur l'eau du robinet pour les raisons que je viens de dire, si elle n'est pas froide. Et même chose pour les toilettes, vous savez que quand vous tirez la chasse d'eau, vous générez un aérosol. Et bien, si dans votre eau froide, on va mettre froide entre guillemets, vous avez quelques légionelles, et bien vous créez un petit aérosol qui contient certes les micro-organismes présents dans l'eau, plus tous les micro-organismes que vous avez pu y déposer dans ces toilettes. Donc c'est tout à fait possible. Oui, juste pour compléter, bien préciser, c'est vrai qu'on a tous remarqué dans nos établissements, en particulier l'été, en particulier quand il fait très chaud pendant plusieurs jours, il faut bien se dire que l'eau qui est dans vos tuyaux, ceux qui vont qui ne sont pas parfaitement bien calorifugés, et notamment ceux qui sont au niveau des locaux et des chambres, l'eau elle est à la même température que la température de la pièce. Donc s'il fait 25-30 degrés dans la pièce, l'eau, en tout cas une partie de l'eau dans votre réseau d'eau froide, dit réseau d'eau froide, mais qui n'est plus vraiment si froid que ça, comme disait Loïc, est à 25-30 degrés, donc à une température où il y a multiplication de légionelles s'il y a une présence non négligeable de légionelles. Donc oui, on a de la contamination, maintenant c'est documenté à partir de légionelles présentes dans le réseau dit d'eau froide, hein, mais c'est bien parce qu'il est plus si froid que ça. Et puis au niveau des lavabos, on a aussi plusieurs certitudes de patients qui se sont contaminés via les lavabos, avec une identification de souches identiques entre la souche clinique et la souche retrouvée dans le lavabo, et de patients qui ne prenaient pas de douche et qui n'ont pas eu d'autres modes d'exposition. Donc on sait que c'est possible, même si ce n'est pas le mode principal, ça reste quelque chose à surveiller
surveiller, en particulier pour les patients et les résidents. On reviendra dessus, mais plus à risque, voire à haut risque de légionnelle. Il ne faut pas négliger ni les lavabos, ni les réseaux d'eau froide. Et du coup, en complément de la question qui est posée, la personne demande s'il faut faire des surveillances différentes. Eh bien, il faudra peut-être, Madame l'ingénieure de l'ARS répondra peut-être. On va peut-être pas faire toutes les réponses maintenant, mais je pense qu'effectivement, c'est une question qui doit pouvoir s'envisager. Donc, on laissera. C'est Madame de Montpazet, je ne sais plus son nom. De Montpezat. Montpezat, pardon, qui répondra peut-être à cette question. Sinon, on y reviendra tout à la fin. Peut-être qu'à la fin, si on n'a pas répondu aux questions dans le chat, Nathalie, on y reviendra Oui, avec l'ensemble des intervenants. entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Nathalie? Il n'y a plus d'autres questions. Donc, on va peut-être Pas de laisser mal. la parole. Madame de Montpezat, vous êtes présente? Oui, Oui, je suis parfait. présente. C'est bon? C'est bon. Je partage mon écran? Oui, parfaitement. Allez. Vous me dites quand c'est bon. Alors, ça... C'est parfait. C'est parfait? Alors, je vais me remettre dessus, que je puisse avancer. Alors, donc Aurélie de Montpezat, je me présente, je travaille à l'Agence régionale de santé. Je vais me permettre de faire un tout petit point rapide sur l'Agence régionale de santé Grand Est, parce que pour certains, ça peut être pas forcément évident qu'on travaille sur ces sujets-là aussi, mais l'ARS, donc elle intervient dans différents champs, dont la prévention des risques, la promotion de la santé. Et moi, je travaille au département régional santé-environnement, qui traite de l'habitat, de la réduction des impacts des activités humaines, des eaux de consommation, de veiller à ce que la qualité des espaces clos qui accueillent le public soit correcte, d'agir sur le cadre de vie et dedans est concernée l'observation de la santé, la veille et la sécurité sanitaire, donc sur les facteurs que sont la thématique qu'on aborde aujourd'hui, les légionnelles et les légionelloses. Donc, l'ARS, elle est positionnée avec un siège régional à Nancy et vous êtes sur les légionelloses souvent en interface avec les 10 délégations territoriales. Et donc, moi, je suis à la direction métier santé-environnement. Donc, ma présentation, donc c'est un peu long, mais c'est surtout que le diaporama sera autoportant et que je passerai sur les points qui ont déjà été abordés par le docteur Simon et les points qui seront abordés par la suite par le CPAS. Donc, on m'a demandé un point sur la réglementation et je vais commencer directement sur les repères réglementaires. Alors, ça fait peur à tout le monde, il y en a beaucoup. Voilà, vous êtes soumis à beaucoup de repères réglementaires, mais les dernières réglementations ont essayé d'être une synthèse de l'ensemble des circulaires sur lesquels vous avez des obligations. Donc moi, je vais m'attacher en particulier sur les 3 textes qui sont en bleu, l'arrêté du 30 décembre 2022, donc le plus récent, qui est relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinées à la consommation humaine, qui ne concerne pas que les légionelles, mais dont une bonne majorité, finalement, fait la part à la prévention de la légionnelle. Et surtout, donc, l'arrêté du 1er février qui est relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, qui a été complété par une circulaire dont l'annexe est très importante pour vous parce que c'est un guide d'information à l'attention des gestionnaires d'établissements recevant du public, donc dont font partie les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, qui concerne la mise en œuvre de l'arrêté du 1er février. Et enfin, le texte le plus ancien, mais le plus consolidé aussi sur l'arrêté du 30 novembre 2005, l'arrêté dit température, qui modifie un arrêté ancien de juin 1978 qui est relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail et des locaux qui reçoivent du public, complété elle aussi par sa circulaire en application. Alors, l'eau destinée à la consommation humaine, ce n'est pas forcément le sujet, mais c'est quand même une partie, puisque les établissements doivent aussi respecter le Code de la santé publique sur l'eau destinée à la consommation humaine. Il est important de comprendre que l'eau chaude sanitaire
au départ, c'est de l'eau destinée à la consommation humaine et qui a des responsabilités, autant sur l'eau chaude sanitaire et l'eau destinée à la consommation humaine, qui engage le directeur d'établissement vis-à-vis de la qualité qu'il doit fournir de l'eau qu'il distribue dans son établissement à partir du piquage de début de son établissement. Donc, cette eau, elle ne doit pas contenir de micro-organismes, de parasites et toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. Et les légionnelles en font partie aussi, c'est un paramètre qui est visé dans l'eau de consommation humaine. L'eau chaude sanitaire. Donc là, on rentre dans le vif du sujet avec les responsabilités et les obligations réglementaires et le rôle de l'établissement. Le directeur d'un établissement, donc là d'un EHPAD par exemple, est responsable administratif et juridique des installations pour les conséquences sanitaires, dont font partie la légionellose, et pour la sécurité des usagers, sur la partie brûlure notamment. Donc, son rôle, c'est d'assurer la stratégie de surveillance et de maîtrise des risques liés aux légionelles dans tous les services, d'organiser la transmission des informations auprès des résidents, des médecins, du personnel, des visiteurs et des autorités administratives, et de s'assurer de l'effectivité et de la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. L'arrêté du 30 novembre 2005, donc dit température, il a un objectif particulier suite à des différentes remontées au niveau du ministère de la Santé de risques liés aux brûlures au point d'usage des personnes, notamment de personnes âgées, de concilier ce risque de brûlure et de limiter le développement des légionnelles. Pourquoi? Parce qu'on peut comparer le diagramme de température qui a été évoqué par le docteur Simon tout à l'heure sur le développement des légionelles avec son corollaire, le risque de brûlure profonde. Or, pour avoir une température de destruction à 60 degrés, on s'expose à un risque de brûlure en 7 secondes si on touche la même eau. Donc, pour ce faire, cet arrêté traduit des obligations qui sont à différentes localisations, avec des obligations de température différenciées pour garantir le risque légionnel et au point d'usage pour faire attention au risque de brûlure avec des seuils et des normes de température différenciées. Ça se traduit par une surveillance différenciée dans un réseau en fonction des pièces des points d'usage et de leur usage qui est fait vis-à-vis des résidents ou des patients, avec des normes de température que vous voyez là qui figurent et qui illustrent la chose. L'arrêté du 1er février donc 2010, qui est plus spécifique au risque légionnel, il introduit une définition d'un point d'usage à risque. Donc, c'est un point d'usage qui est accessible au public et qui peut produire des aérosols. Donc, on a bien vu que c'était là le moyen d'exposition aux légionelles, donc d'aérosols d'eau chaude sanitaire qui sont susceptibles d'être contaminés. Donc, on a les douches, les douchettes, les bains à remous, etc. Et sur cet arrêté, on a des obligations de rendre obligatoire une surveillance des installations, que ce soit par une analyse annuelle des légionelles ou par la mesure de la température. Donc ça se fait de manière différenciée selon les différents points de surveillance avec ces fameux points d'usage à risque les plus représentatifs du réseau ou les points d'usage les plus éloignés de la production d'eau chaude sanitaire si on n'a pas réussi à les identifier clairement. Et donc avec une périodicité, une fréquence des analyses et des mesures de température d'eau qui se font de manière différenciée. Cet arrêté du 1er février, il rend aussi obligatoire l'analyse de légionelles après inoccupation. Donc pour les établissements qui reçoivent du public, les établissements de tourisme qui ont été abordés tout à l'heure comme étant particulièrement à risque, la période saisonnière a été prise en compte sur cet arrêté et les périodes aussi d'inoccupation de certaines chambres entre les patients ou suite à une coupure d'activité parce qu'il y a des travaux, des problèmes liés au service ou une fermeture, etc. Donc l'obligation d'analyse de légionelles après inoccupation et la mise en place de recommandations spécifiques. Ça rend aussi obligatoire la traçabilité. Donc la traçabilité, c'est un fichier sanitaire qui regroupe les éléments de surveillance et qui est tenu à disposition des autorités sanitaires.
Cet arrêté, il prévoit aussi le renforcement de la surveillance en cas d'incident ou de dysfonctionnement qui est nature à favoriser la prolifération, et à la demande du DGRS lorsque des objectifs cibles sont dépassés ou lorsqu'il y a un cas de légionellose qui pourrait être mis potentiellement en relation avec l'usage de l'eau distribuée dans l'établissement. Enfin, on a des objectifs ciblés en termes de quantification d'analyse de légionnelle, en tout point des usages à risque hors établissement de santé, pour lequel on verra des seuils différents. Le responsable des installations, si les seuils ne sont pas respectés, doit prendre des mesures correctives qui sont aussi citées dans cet arrêté. Et tout au long de ces évaluations de ces objectifs cibles, il doit faire appel à un laboratoire COFRAC. La dernière réglementation qui intervient est plus récente. Elle concerne l'analyse des risques et qui porte sur les installations intérieures de distribution d'eau destinées à la consommation humaine. Elle a été suivie d'un guide qui est en photo sur l'écran. Ce guide est accompagné d'un fichier Excel qui permet de donner la trame aux professionnels qui sont chargés de l'analyse des risques. Et en fait, si on a déjà bien pris en charge la réglementation telle que prévue dans l'arrêté du 1er février, on est déjà dans cette dynamique d'avoir identifié des points d'usage à risque, de faire de la traçabilité. Et donc, la bascule vers une analyse de risque dans l'épure du terme, selon cet arrêté du 30 décembre, sera beaucoup moins difficile à faire. Mais si on n'y est pas encore, il faut se dire que l'évaluation des risques liés aux installations intérieures, elle devra être réalisée au plus tard au 1er janvier 2029. Et cette analyse de risque, donc elle est définie dans ce guide et puis dans l'arrêté. C'est donc repris in extenso, c'est caractériser et décrire le réseau intérieur des installations de distribution d'eau, identifier les événements dangereux, les points critiques liés à la prolifération de bactéries, donc pas seulement des légionnelles d'ailleurs, et les risques de dissolution du plomb. Identifier les niveaux de risque et les mesures de gestion qu'on met en place pour atténuer ces points critiques qui auront été évalués. Voilà. Et ça se fera par un professionnel qui a les compétences et les qualifications pour le faire. Donc, la gestion du risque légionnel. Donc, je vais passer sur la présentation de la légionnelle. Ça a été fait tout à l'heure. Donc, on a bien compris que le scénario de contamination, c'est par des aérosols, qu'il n'y a pas de contamination interhumaine. L'influence de la température sur les légionnelles est importante pour nous pouvoir gérer les légionnelles et aussi pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de la prolifération. Ça nous amène à nous dire qu'il y a des conditions favorables à la prolifération des légionnelles, qui sont donc les températures entre 25 et 45, la présence d'oxygène, et c'est pour ça qu'on intervient aussi techniquement, c'est que la corrosion est un facteur favorable, le tartre aussi, et le biofilm, puisqu'on a vu qu'en plus, les légionnelles pouvaient s'enquister, puis rester dans des protozoaires et rester donc dans du biofilm de manière inactive et se redévelopper par la suite. Donc, si on n'a pas une conception, une exploitation rigoureuse, une installation d'eau chaude sanitaire, elle a toutes les chances de réunir ces conditions de milieu puisque la température de l'eau est plus élevée. Et donc, le teasing de tout à l'heure, les réseaux d'eau froide peuvent également être concernés dès lors qu'ils sont réchauffés au-delà de 25 degrés, ce qui arrive de plus en plus souvent avec le réchauffement climatique. Donc, pour gérer une installation à risque, le premier point, c'est les analyses de légionnelles. Les analyses de légionnelles, c'est le facteur de suivi, en fait. C'est la fin. C'est-à-dire qu'on vérifie si on a bien travaillé tout au long de l'année quand on a nos analyses de légionnelles. Elles sont à minima une campagne annuelle avec des points identifiés, production s'il y a bouclage, en retour de boucle, le cas échéant, et au point d'usage à risque les plus représentatifs. Donc, il faut programmer échantillonner et financer ces analyses et les faire par un laboratoire accrédité. Donc, il faut bien qu'il y ait au sein des établissements une procédure qui encadre ces éléments.
et ne pas se contenter de faire l'analyse, mais déjà anticiper les suites et avoir une analyse contextuelle du résultat et savoir quoi faire avec ces résultats. Donc ces résultats, c'est le suivi et c'est important aussi de se dire que dans les réglementations, on oblige à un fichier sanitaire, un carnet sanitaire qui est imposé par les arrêtés. Et dans ce carnet sanitaire, donc on a l'identification des plans du réseau, on a les descriptifs complets des installations, on a la liste donc des contacts, des partenaires et des sous-traitants qui sont utilisés pour la gestion des légionelloses, le planning annuel des mesures qui sont faites, la documentation de surveillance, donc relevé de température et analyse, la réglementation à jour, les contrats et les procédures d'entretien et de maintenance, et les procédures à mener en cas de gestion des alertes. Alors, il doit être tenu à disposition des autorités, pas pouvoir forcément être transmis en intégralité, mais mis à disposition. Et par contre, j'attire votre attention que le carnet sanitaire, ce n'est pas seulement le carnet de la chaufferie, c'est vraiment l'ensemble de ces documents et des procédures qui sont concernées. Pour la gestion technique des installations et du risque, la prévention du risque légionnel, on a 3 grands axes. Donc, c'est la maîtrise de la température, éviter la stagnation et assurer une bonne circulation de l'eau et lutter contre l'entartrage et la corrosion. Le suivi des températures, c'est à minima une surveillance mensuelle, mais on recommande vraiment d'effectuer une surveillance hebdomadaire pour avoir une meilleure interprétation par derrière des phénomènes et du suivi. Donc, ou en sortie de production, en retour de boucle, le cas échéant au niveau de chaque boucle, et au point d'usage à risque. Donc, ça, c'est fait en interne. Comment, à un moment où le réseau n'est pas trop sollicité, avec des thermomètres qui sont fiables et étalonnés, le cas échéant, et la valeur doit être prise après stabilisation. Donc, il faut bien tracer aussi ces mesures de température avec les dates, les heures. On voit bien que l'heure, on pourrait se dire, ça ne sert pas à grand-chose, sauf que ça donne une idée de la période, de la fréquentation, de l'usage du réseau en fonction de l'heure et de l'activité des services. Et donc, il faut que la procédure de mesure de température, elle soit encadrée avec les modalités. Et toujours pareil, les actions correctives, le cas échéant, doivent être déjà aussi anticipées. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'eau froide, il n'y a pas d'obligation réglementaire de surveillance, hors la surveillance qui est classique eau potable dont je vous parlais au tout début. L'exposition des usagers, elle se fait via l'eau mitigée. Donc, si la température de l'eau froide est supérieure à 25, c'est assez propice au développement de légionnelle et on l'a déjà vu. Donc, ça a déjà été dit qu'on a mis en relation des analyses eau froide, lavabo, avec des souches patients. Parce que les personnes faisaient de l'aérosolisation sur le robinet, elles faisaient du petit toilettage, mais à proximité du robinet. Et puis, ce n'était pas lié seulement au robinet, mais l'aérosolisation était d'autant plus propice qu'il n'y a pas, ce qu'on verra tout à l'heure, il y avait du tartre, et donc du coup, le robinet, il émettait des projections beaucoup plus loin. Donc, dans la réglementation, il y a des mesures d'eau froide, de température d'eau froide qui sont demandées. Donc, pas en tous les points, mais en certains points, pour avoir une notion de l'impact de la température météo été, surtout sur l'eau froide. Et on s'assure de cette température inférieure à 20 degrés. Il peut y avoir aussi un autre impact, c'est des interconnexions eau chaude, eau froide. Pareil, c'est le suivi de température qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de mettre en avant qu'il y a une interconnexion eau froide, eau chaude. Et on a le cas particulier, surtout en Alsace, des eaux froides qui sont quasiment, nous on dirait chaudes, de par la géographie et la géologie.
Et ça, c'est d'autant plus marqué avec le réchauffement climatique l'été. Donc, l'autre point sur la gestion préventive et technique, c'est lutter donc contre la stagnation en évitant les bras morts structurels. Donc, pareil sur l'eau froide, hein, des piquages qui auraient été faits pour l'arrosage ou pour les lances-incendies. Et sur l'eau froide et l'eau chaude, c'est des vannes fermées, des attentes pincées ou bouchonnées, des postes inutilisés. Donc, il est important de recenser ces points, de les supprimer chaque fois que c'est possible et d'installer des dispositifs anti-retour, des clapets anti-retour pour éviter toute pollution qui revienne, ou alors d'organiser des souterrages réguliers pour ceux qui ne peuvent pas être dotés de solutions techniques. L'autre point, ce sont les bras morts fonctionnels. Donc ça, ce sont des bras morts qui sont constitués par un usage peu fréquent dans des chambres peu utilisées, des endroits qui sont fonctionnels, mais en réalité non utilisés. Donc là, il est nécessaire d'organiser des soutirages réguliers, des points de puisage, en recensant ces points et en faisant minimum une fois par semaine avec un temps nécessaire, en évaluant quelle est la stagnation possible sur ces bras morts fonctionnels. Et enfin, la dernière lutte, c'est éviter la contamination terminale, le tartre et le biofilm en entretenant les aérateurs, les pommeaux et les flexibles au minimum une fois par an. On peut avoir aussi des kits avec des dispositifs jetables. Bon, voilà, c'est pas forcément dans l'air du temps de la décarbonation. Sinon, il faut détartrer et désinfecter par trompage tous les dispositifs qui sont escamotables et qui peuvent l'être. Voilà. Donc, beaucoup de prélèvements de légionnels positifs sont vraiment imputables à un entretien insuffisant. Et enfin, il faut empêcher les interconnexions eau chaude, eau froide. Certains dispositifs par facilité, on coupe l'arrivée d'eau au plus proche, mais en fait, il y a des petits clapets qui sont défectueux et donc il y a des retours de l'eau froide dans l'eau chaude et vice-versa. Et ça, il faut essayer d'éviter en essayant de couper à la base quand on veut couper l'eau. C'est des fois plus pénible et sinon, vraiment identifier les clapets qui seraient défectueux. Une petite spécificité qui est arrivée ces dernières années aussi, les productions d'eau chaude solaire. Donc, il n'est pas forcément recommandé que ces systèmes d'eau chaude solaire se fassent avec l'eau chaude sanitaire, avec le système d'eau sanitaire en lui-même, mais plutôt est préconisé, si on fait appel à ces solutions, que ce soit fait avec la production d'eau chaude sanitaire sur des systèmes avec stockage en eau technique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le système solaire sur la partie amont, mais là, on s'arrête bien à cette partie-là, sur l'eau technique, qu'on appelle aussi eau morte. C'est une eau qui va être recirculée en circuit fermé et qui ne sera pas l'eau chaude sanitaire utilisée par derrière ici. Donc, on circonscrit l'usage de l'eau chaude solaire qui ne garantit pas une température avec une stabilité et plutôt une fluctuation en fonction des épisodes. Et on réserve après, ici, un vallon qui est un véritable stockage d'énergie primaire et qui ne sera pas impacté par cette énergie solaire. Donc, en conclusion, pour gérer des installations à risque, il faut maîtriser et suivre ces températures, il faut lutter contre la stagnation, entretenir les points d'usage à risque et programmer des prélèvements légionnels. Et le tout est de faire attention à ce que tout ce qu'on fait, on le trace. Alors, que faire en cas de présence de légionnelle ou de légionellose potentiellement nosocomiale? Donc, ce point qui va être abordé un peu par la suite, mais je tenais quand même à vous rappeler donc, les chiffres épidémiologiques, on les a vus. On a bien précisé qu'un cas, il faut qu'il soit confirmé, donc ça a été dit.
que le système de surveillance est basé sur des notifications d'une maladie à déclaration obligatoire et que l'ARS, en cas de déclaration de légionellose, interroge systématiquement le patient et fait une enquête. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser. Et que lorsque ce cas de légionellose est lié à un séjour à un établissement de santé, on a des obligations plus précises avec la définition de cas nosocomial certains et probables et qui nous engagent par derrière à faire des analyses plus spécifiques. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est totalement prégnant pour nous parce qu'on a une notification qui est particulièrement accrue. Mais alors, il faut faire attention parce que en grand test, vous voyez, on a une espèce de lissage du fait de l'agglomération de nos 3 ex-régions. Et que pour nous, ARS Grand Est, on reste très mobilisés et très territorialisés à travailler sur ce sujet de manière très particulière sur le territoire alsacien. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un intérêt à faire ça. Donc, quelles actions en présence de légionelles? Donc, la lecture des résultats de légionelles. Donc, les légionella SPP, certes, il n'y a pas de risque immédiat, mais on est quand même très, très attentif quand on a de la légionella SPP. Ça veut dire qu'on commence à avoir quelque chose. C'est un indicateur. Et on agit quand on a de la Legionella pneumophila, donc de manière différenciée dans les établissements médico-sociaux et les établissements de santé avec des valeurs seuil qui sont différentes. Donc, on mène des actions correctives au-dessus du seuil d'action et on remet en place des nouveaux prélèvements avec toujours en tête la sécurisation des patients. Donc, en présence de légionelles, c'est révélateur d'un dysfonctionnement ou d'un défaut d'entretien des installations. Donc, il y a un ensemble d'étapes qui vont vous être présentées, puisque c'est la même chose quand il y a des cas de légionelles et de légionellose, avec une information des usagers et des professionnels, informer l'ARS en cas de dépassement de limite de qualité quand on reçoit ces analyses annuelles. Et l'ARS accompagne ensuite pour le suivi de la gestion de la situation pour les usages à risque et trouver la source de contamination, réaliser des traitements chimiques ou thermiques, le cas échéant, en fonction de votre typologie d'installation, réaliser un diagnostic s'il n'a pas déjà été fait, réaliser des travaux, réaliser de nouvelles analyses de légionelles. Et ça, bien sûr, donc ça, pour un cas nosocomial aussi, d'autant plus, vous pouvez être accompagné par le CEPIAS. Je pense qu'il faut vous présenter ça très rapidement. Juste après mon intervention. Donc, je vous laisse quelques repères et quelques liens utiles avec de la documentation. Sachez que sur le site de l'ARS, il y a une fiche mémo en 4 pages qui résume ce que je viens de vous présenter. Il y a des guides aussi un peu plus complets pour les établissements. Bon, il y en a un pour les établissements de tourisme. Il y a des guides techniques qui sont accessibles aussi. Et voilà, j'en ai fini pour ma partie et je vous laisse place pour des questions. Merci beaucoup. On va effectivement regarder s'il y a des questions au niveau du chat et n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Effectivement, juste pour vous dire, je vais reprendre un petit peu en détail la gestion quand on découvre de la légionelle, hein, comme je l'ai dit, dans son réseau ou quand on identifie un cas de légionelle, l'ose associé aux soins. Donc ça, je vais le reprendre un petit peu en détail, la démarche qu'il faut mener. Donc peut-être si vous avez des questions sur ces précisions-là, gardez-les après mon intervention. Par contre, si vous avez des questions sur toute la partie technique, n'hésitez pas. Eh bien, dans l'immédiat, Émilie, il y a une personne qui demande s'il faut faire appel à un laboratoire agréé pour faire les prélèvements légionnels. Voilà, question qui a été posée suite à l'intervention de Madame Montpezat. Oui, alors, oui, il faut un laboratoire qui est accrédité pour les analyses
et les prélèvements aussi. Donc, il y a une liste de prélèvements de laboratoires accessibles sur Internet, sur le site COFRAC. On pourra vous laisser la liste via ce site Internet accessible. Un autre retour d'une personne. Quand vous dites lié aux soins, que voulez-vous dire? Ah, alors, je ne sais pas si je peux répondre. Alors, lié aux soins, je parlais plutôt associé aux soins. Hein. Il y a une différence entre associé aux soins et lié aux soins. Je pense que j'ai dit associé aux soins, mais je peux mettre ma langue à pu fourcher. Donc, associé aux soins, c'est une légionellose qui va se déclarer au décours d'une prise en charge. Donc, du coup, ça concerne pour les établissements médico-sociaux, hormis un résident qui serait rentré, on va dire, dans les quelques jours qui précèdent l'identification de la maladie, même si parfois il peut y avoir des incubations courtes, donc c'est quand même à vérifier. Mais dans ce cas-là, on pourrait supposer que ce n'est pas associé aux soins, mais sinon tous les résidents, c'est pas forcément lié à la structure, c'est un résident qui peut revenir d'hospitalisation ou qui peut avoir été en permission ou en voyage dans la famille. Hein, donc tout ça doit faire l'objet de l'enquête pour décréter qu'une légionellose est associée aux soins. Mais on va dire que si c'est un résident qui est là, qui a vécu dans l'établissement dans les jours qui précèdent, les semaines qui précèdent, c'est une légionellose associée aux soins. On ne trouvera pas forcément la source, hein, comme Monsieur Simon l'a dit, pour beaucoup de légionelloses, on n'arrive pas à mettre la main sur la bête dans les réseaux, mais on considère que c'est associé aux soins. Pour les patients hospitalisés, on va mener une enquête rétrospective sur le patient hospitalisé dans le délai d'incubation. En général, on mène une enquête en France sur 14 jours et on considère que si le patient a été hospitalisé dans les 14 jours qui précèdent, on ne peut pas exclure, on va considérer dans un premier temps que c'est bien associé aux soins, voire nosocomial si on parle d'hôpital, sauf si effectivement on peut retrouver une autre source antérieure à l'hospitalisation, par exemple au domicile, ou un patient qui serait revenu d'un camping ou d'une thalassothérapie et qui aurait développé des signes un peu tardivement au décours de son hospitalisation. Donc cela, ça fait l'objet d'une enquête. C'est presque plus simple pour les résidents des établissements médico-sociaux parce que pour beaucoup, en tout cas dans les EHPAD, ils ne bougent pas beaucoup. Donc du coup, on est à peu près sûr qu'on est sur du associé aux soins. L'enquête est un petit peu plus complexe et poussée pour les patients hospitalisés, alors sauf s'ils sont hospitalisés depuis plus de 12 jours, 12-14 jours, là on est à peu près sûr que l'acquisition s'est faite au décours de la prise en charge dans l'établissement, donc on est bien sûr du associé aux soins. Oui, merci. Et puis pour compléter ça, il y a aussi avec les patients en établissement de santé, une difficulté qui est liée au delta de temps aussi entre la déclaration de la maladie en elle-même, parce qu'il y aura une analyse qui aura pris du temps à être faite, et la période d'investigation sur la légionellose, sur la période d'exposition, qui correspond à une période qu'on détermine à partir de la date de début des signes. Et quand on ne peut pas forcément interroger la personne parce qu'elle est dans des… Voilà, sa pathologie ne permet pas qu'elle soit interrogée, on peut avoir des difficultés à déterminer cette date de début des signes à partir de laquelle on estime la période à laquelle il y a eu exposition. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore deux autres interrogations. La première, les établissements doivent-ils signaler à l'ARS tout point d'eau dépassant 1000 UFC par litre hors contexte de légionellose? Oui, ça fait partie de ce que j'ai dit. Donc, il y a une surveillance avec des analyses qui sont faites par un laboratoire. Et ces analyses, si elles dépassent un seuil, il va de la responsabilité du directeur de l'établissement de transmettre les résultats à l'autorité sanitaire. Donc, on sait qu'il y a une non-conformité et on suit
pour savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour la résoudre. Oui. Voilà, oui, on n'attend pas d'avoir une pathologie déclarée pour Non. signaler à l'ARS. Alors, moi, j'ai une question du coup. Est-ce que pour un établissement sanitaire, dès qu'un point est supérieur à 10, vous voulez être informé? Parce que c'est pas qu'on veut pas le faire, mais vous allez crouler Oui, littéralement sous. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui Non. ont, vous savez, on prélève 20 points. Bon, c'est de la contamination locale, c'est assez facile à résoudre. En général, les hygiénistes se débrouillent assez bien avec les services techniques avec ça. Mais on peut vous informer, mais on va dire, vous n'allez Non. pas avoir beaucoup de campagnes sans être informé du coup. Oui, voilà, non, c'est D'accord. vraiment pour les établissements médico-sociaux qu'on le préconise. On ne le préconise pas pour les établissements de santé, d'autant plus si c'est résolu et traité rapidement et que les mesures correctives sont mises en place. Non. D'accord, voilà, non, c'était pour qu'on soit bien clair, parce que pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, Oui. Alors, à notre retour, faut-il réaliser un prélèvement légionnel sur toutes les fontaines d'un même établissement, c'est-à-dire d'un EHPAD apparemment, par an? Voilà, faut-il réaliser un prélèvement de façon systématique sur toutes les fontaines d'un même établissement? on parle de fontaine d'eau de boisson, là, j'imagine. Fontaine d'eau, voilà, on pense, hein, c'est marqué fontaine, mais oui, les fontaines d'eau réfrigérée. Alors, là, c'est plutôt. Alors, il y a deux choses. Il y a des fontaines décoratives. Voilà, qui sont, elles, avec de l'eau qui peut être stagnante ou comme on l'a vu tout à l'heure, quand il fait chaud, l'eau devient chaude. Ces dispositifs-là, fontaines décoratives, spa, bains bouillonnants, etc., il y a une spécificité qui est inscrite dans l'arrêté du 1er février qui demande à ce qu'on les vérifie. Pour les fontaines qui distribuent de l'eau potable, c'est pas des dispositifs qui sont normalement sujets à aérosolisation. Donc là, par contre, les points, là où j'ai attiré l'attention tout à l'heure, c'est que ces fontaines, elles doivent respecter la réglementation sur l'eau destinée à la consommation humaine. C'est-à-dire que souvent, ces points ou ces fontaines à distribution d'eau sont responsables d'autres pathologies qui sont plutôt des toxi-infections alimentaires collectives par manque d'entretien de ces points d'eau. Donc voilà, ça c'est une autre histoire, mais c'est différencié. Entendu. Merci beaucoup. Une autre question, quelle est la durée d'inoccupation en jours environ nécessitant un prélèvement? Donc là, on suppose qu'il y a une chambre d'un résident qui a été hospitalisé et faut-il réaliser un prélèvement? Dites-nous la personne qui a posé cette question si c'est bien cela, s'il vous plaît. C'est monsieur Jean-Philippe. Mais on peut la comprendre comme cela. Quelle est la durée d'inoccupation en jours environ nécessitant un prélèvement? Alors, dans la réglementation, pour l'instant, ce qui est conçu, c'est des fermetures saisonnières sur donc au minimum une semaine consécutive, dans laquelle il y a une typologie d'actions à mettre en œuvre. Pour une fermeture plus courte de quelques jours, il est seulement recommandé de faire un suivi de température et de réaliser des purges. Voilà. On n'est pas obligé d'aller au-delà. Voilà, et oui, la personne vient de mettre un message, surtout si un établissement ferme ponctuellement. C'était plutôt dans voilà. Alors là, avec la fermeture saisonnière ponctuelle, là, avant la réouverture, donc 2 à 3 semaines avant la réouverture, il y a tout un tas d'actions qu'il faut mettre en œuvre avec la remise en eau, la purge, la montée en température à 60 degrés, le détartrage et la désinfection, des écoulements réguliers et des prélèvements d'analyse de légionnelle avant la réouverture. On a eu le cas avec des établissements qui étaient en montagne ou autres qui avaient une activité que saisonnière. Voilà. Oui.
Par contre, si par exemple on a un résident hospitalisé 15 jours, mais que l'on fait couler l'eau mitigée 1 minute par jour tous les jours, on n'a pas besoin de faire un prélèvement au retour Non. du résident. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir identifié ce cas de figure pour noter, parce qu'avec l'ensemble des choses à faire, c'est bien de Oui. se dire, voilà, il y a ces purges à faire là pendant l'absence. Et alors, une autre remarque qui vient d'arriver là, si c'est un établissement qui est fermé ou un service voilà, hospitalier fermé, si ce service, au sein de ce service, il y a des purges régulières et la fermeture est d'1 semaine, voilà, la personne demande, faut-il en fait faire des prélèvements? Parce qu'il y a service. Oui. Ouais, un suivi de température et vérifier qu'il y a la montée en température qui se fait. Et si les purges elles ont été régulières, ça doit être suffisant. Pas une obligation de refaire des analyses. Une autre personne, c'était une question plus en amont. Quel produit préconisez-vous pour détartrer les pommeaux de douche? Alors, il y a un ensemble de produits qui sont préconisés dans les guides. Je serais bien normal d'aller vous donner exactement quel type. On a la liste dans les guides voilà, de ceux qui sont préconisés. Je ne pourrais pas vous dire lesquels plus précisément parce qu'en fait, il faut vraiment regarder les matériaux que vous avez. Et ça dépendra du matériau qui est dans vos canalisations ou vos robinetteries, etc., en fait. Alors, je ne peux pas préjuger de ce qu'il y a. Mais je peux vous remettre les liens vers les guides de préconisation avec les produits. Et c'est pareil pour les chocs thermiques curatifs. Il y a différents produits avec dans le guide circulaire d'accompagnement de l'arrêté du 1er février, avec les produits, les quantités, comment. Voilà. Alors la thématique intéresse les personnes qui sont connectées. Encore une autre question. La désinfection est préconisée pour les ballons d'eau chaude sanitaire 1 fois par an. Qu'en est-il des échangeurs à plaques? Alors, les échangeurs, sur les échangeurs à plaques, je ne sais pas. C'est pas visé par réglementairement parlant. Là, il faudrait peut-être plus avoir des notions avec les professionnels et les bonnes pratiques, les guides des bonnes pratiques. Mais moi, j'ai rien vu sur les échangeurs à plaques qui est préconisé par la réglementation. Alors, moi, je suis pas ingénieur, mais on a des échangeurs à plaques à l'hôpital et avec notre ingénieur, service technique, on s'était posé la question, mais en fait, les échangeurs à plaques chauffent à plus de 65-70 degrés. Donc, en fait, il y a une auto-désinfection permanente des échangeurs à plaques. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de contamination des échangeurs à plaques, sauf s'ils sont dysfonctionnels et que du coup, on s'est repéré assez vite, puisque du coup, ils ne chauffent plus au-delà de 65 degrés et là ils peuvent se contaminer et il peut y avoir une désinfection à faire, mais avant cette désinfection il y a la remise en conformité et en marche de ces échangeurs. Ça reste exceptionnel, hormis un dysfonctionnement, sinon il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas de contact entre les fluides primaires et les fluides secondaires en fait, de par la définition même de l'échangeur à plaques. Donc voilà, on n'a pas eu de problème là-dessus. Moi, à ma connaissance, ils n'ont jamais été mis en cause quand ils étaient fonctionnels. Non, le risque est qu'au niveau des techniciens qui font les maintenances quand les échangeurs ne fonctionnent pas. Ah oui, ça peut arriver. Oui, d'accord. Il y a une personne qui indique que c'est un détartrage annuel qui est à réaliser pour les échangeurs à plaques et réalisé donc par le chauffagiste. Oui, voilà, il y a un détartrage, mais il n'y a pas de désinfection. Et donc là, c'est on va dire, la communication au sein de l'établissement, parce qu'une personne nous fait remonter qu'elle n'est pas forcément informée des dates de réouverture de certains locaux condamnés lors de travaux ou de fermetures longues. Donc là, c'est vraiment effectivement un problème de communication interne
au sein de votre établissement. Là, il faut vraiment que les hygiénistes travaillent de concert avec les services techniques et que les services techniques comprennent qu'en cas de travaux ou de fermeture de certains services, ce n'est pas forcément lié à des travaux d'ailleurs, il y a des choses à mettre en œuvre déjà pendant la fermeture, type purge, et que donc, du coup, il faut peut-être que ce soit un petit peu réglé au niveau des hygiénistes, et puis qu'à la réouverture, s'il y a, enfin voilà, ce soit fait planifié et fait de concert avec l'hygiène, mais il faut vraiment que l'hygiène soit informée de tous ces événements, travaux et ou fermetures pour réduction d'activité. Et c'est pas toujours évident, on le sait, hein. Surtout quand l'établissement est un peu grand. Oui. Sinon, pour information, parce que nous avons des retours en ce sens, les liens vers les diaporamas, si Madame de Montpezat en est d'accord, votre diaporama sera accessible sur le site du CEPIAS Grand Est. Oui, bien sûr. Je l'ai conçu comme ça aussi, en me disant, bon, pour ceux qui ne pourraient pas être là, voilà, le support sera transmis. Suscite beaucoup d'intérêt de la part de nos auditeurs. Vous aurez à la fois un lien vers le replay, donc avec toutes les discussions, les questions, et vous aurez également accès au diaporama brut sur notre site. Voilà, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Bah écoutez, donc je vous propose que l'on passe à la dernière partie. Je vais donc partager. Si tout va bien, vous allez me dire si vous voyez mon diaporama apparaître. Oui, mais il n'est pas en plein écran, Émilie. Je le mets. Merci. Donc là, normalement, il devrait apparaître en plein écran. Tu me dis si c'est bon. C'est bon ? Très bien. Donc voilà, donc on va terminer par quelque chose on va dire, qui va compléter et relier toutes les informations qu'on vous a données au préalable. C'est la conduite à tenir dans 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la découverte d'un cas de légionellose que l'on peut, en tout cas dont on soupçonne qu'il soit nosocomial en établissement sanitaire, soit associé aux soins en établissement médico-social. Donc, la démarche doit être structurée. Elle va être structurée en 5 étapes principales sur lesquelles, bien sûr, je vais revenir en détail. La première chose, ça va être de confirmer le diagnostic et de traiter, bien sûr, le patient ou le résident atteint, en espérant qu'il n'y en ait qu'un, alerter. En second temps, rechercher et identifier la source de l'exposition et les facteurs de risque de développement de la légionelle dans l'environnement, protéger bien sûr les patients résidents et informer et identifier les éléments, de nouveaux patients qui seraient potentiellement patients ou résidents potentiellement atteints. Donc, en ce qui concerne la confirmation du diagnostic et le traitement du patient, ça a déjà été dit, mais il faut, si possible, obtenir. Alors, on va dire que le premier diagnostic, c'est évidemment la clinique et souvent une antigénurie, comme on l'a dit, hein, les Legionella pneumophila de sérotype 1, mais on peut être confronté à d'autres sérotypes et donc, si on a d'autres raisons de soupçonner Legionella pneumophila, on peut également, on doit réaliser un prélèvement respiratoire bas que l'on réalisera également, même si l'antigénurie est positive, de manière à pouvoir réaliser une culture ou éventuellement une PCR. Et ça va permettre effectivement si l'on demande au laboratoire de conserver la souche, parfois il faut rappeler au laboratoire, et en particulier les laboratoires de ville, de conserver les souches en cas de culture positive, de manière à pouvoir éventuellement faire une comparaison de souches ultérieure si besoin.
Mise en place d'un traitement curatif selon les recommandations en vigueur, c'est bien sûr quelque chose qui doit être fait immédiatement. On l'a dit, mais attention, les bêta-lactamines sont totalement efficaces et elles sont malheureusement, c'est pas dans le cas qui nous intéresse, c'est le premier traitement de référence en traitement probabiliste en cas d'infection respiratoire. Donc c'est souvent ce qui va être mis en première intention et ça ne fonctionne pas comme on vous l'a dit. Le traitement de référence, ce sont les macrolides Peros. Alors, je vous ai mis celui qui est le plus utilisé. L'azithromycine, une fois par jour, pendant 5 jours, c'est le traitement le plus court et le plus facile. Mais d'autres macrolides, bien sûr, peuvent être utilisés. Pour les traitements des formes graves, patients immunodéprimés ou hospitalisés en soins intensifs ou réanimation, on va associer au macrolide une fluoroquinolone et en première intention, ce qui est recommandé, c'est la lévofloxacine. Peros, mais IV bien sûr si la voie orale est impossible. Et puis on l'associera à l'azithromycine en IV dans un premier temps, 24-48 heures, puis Peros. Et la lévofloxacine, ce sera 21 jours et l'azithromycine, 10 jours. Tout ça sont des posologies quotidiennes pour des adultes avec une fonction rénale et hépatique normale. Il faudra bien sûr adapter les choses en cas de besoin. Deuxième étape, l'alerte. Ça a également été dit, c'est une maladie à déclaration obligatoire qui doit être effectuée par le médecin en charge du patient ou du résident, éventuellement le médecin coordonnateur si on est en ESMS ou le biologiste qui identifie la légionnelle. On vous avait remis le lien vers la circulaire CERFA. Et bien sûr, tout ça a été adressé au point focal régional de l'ARS Grand Est, en l'occurrence. Alors attention, c'est l'ARS du domicile du patient ou du résident. Alors le SMS, on est en Grand Est, donc ce sera forcément l'ARS Grand Est. Il peut arriver dans les établissements sanitaires qui identifient la légionellose que le patient ne vienne pas du Grand Est, puisqu'on a certains établissements qui sont limitrophes d'autres régions. Donc c'est à l'ARS du domicile du patient que cela doit être adressé. La plupart des cas, ce sera le Grand Est en ce qui nous concerne. Il faudra doubler effectivement cette déclaration d'un signalement sur ICIN pour les légionelloses nosocomiales. La troisième étape consiste à rechercher et identifier la source de l'exposition et les facteurs de risque du développement de la légionelle. Donc, première chose, on remonte dans les 14 jours qui précèdent l'apparition des premiers signes cliniques. On peut remonter un petit peu plus loin si effectivement on a du mal à identifier l'apparition de ces premiers signes, ça a déjà été dit. Donc ce que l'on va rechercher principalement, ça va être l'utilisation de douche, bien sûr, mais aussi l'utilisation de lavabo, l'utilisation de bains à remous, balnéothérapie, l'utilisation de brumisateurs, d'humidificateurs. Ne pas oublier tous les appareils AVNI, oxygénothérapie, appareils pour apnée du sommeil, aérosol thérapie, en particulier quand les patients n'utilisent pas de l'eau stérile. Attention, même en hospitalier, les patients ont des pratiques à domicile qu'ils risquent de reproduire en cours d'hospitalisation dans votre dos. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les professionnels utilisent de l'eau stérile qu'on ne peut pas être confronté à un patient qui de temps en temps va au lavabo pour remplir sa cuve d'appareils pour apnée du sommeil. Par exemple, c'est aussi des choses qui ont déjà été identifiées dans le cadre de légionellose. Donc, il faut vraiment regarder attentivement ce que font les patients et les résidents. Au-delà de nos simples protocoles et procédures. La présence de fontaines décoratives, ça a déjà été également évoqué, et la présence de tours aéro-réfrigérantes à proximité, c'est assez rare, il faut que ce soit vraiment en proximité à moins d'1 kilomètre. Il faut informer le responsable des installations, le responsable technique et la direction, et organiser des prélèvements de l'eau chaude sanitaire dans un premier temps avec une recherche de Legionella SP, dont la Legionella pneumophila, à la fois en premier jet et après purge. Ça a une différence. Là, on est sur une enquête, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc, si l'on en retrouve au premier jet et pas après purge ou l'inverse, ça a une signification différente sur la problématique.
Je vais y revenir. Si on a une identification comme source d'exposition, on va faire prélever l'eau des fontaines décoratives, de la balnéothérapie, des systèmes d'humidification à utiliser avec de l'eau non stérile et des systèmes de climatisation. Si on isole les Legionella dans l'eau, on informe du coup le point focal de l'ARS. Et on pourra envisager éventuellement une comparaison avec la souche clinique. Donc c'est une discussion qui sera menée avec l'ARS pour savoir si effectivement on lance une comparaison de souche. Ce qui est important aussi, c'est de mesurer la température de l'eau chaude sanitaire et de l'eau froide. Comme on a vu, cette eau froide peut être trop chaude. Les mesures sont faites en général, on a vu une fois par mois. C'est recommandé, essayer de le faire une fois par semaine, c'est pas toujours évident. Donc parfois les mesures de température de l'eau peuvent être un peu anciennes dans le temps. Et donc du coup, on va remesurer ces températures au niveau de l'ensemble des points de prélèvement. Justement, l'organisation des prélèvements de l'eau chaude sanitaire, les points à prélever. Donc, ce sont tous les points de puisage d'eau identifiés auxquels a été exposé le cas. On va prélever en eau mitigée, comme je l'ai dit, premier jet et après purge. On va également prélever les points de puisage peu ou pas utilisés dans le service d'hospitalisation ou d'hébergement du cas. On va prélever la production d'eau chaude sanitaire en départ de chaudière ou fond de ballon et en retour de boucle. Si la température de l'eau froide que l'on a prise auparavant est supérieure à 25 degrés au niveau des points de puisage contrôlés, on effectuera également des prélèvements sur l'eau froide avec toujours recherche de Legionella, dont Legionella pneumophila. Les résultats de la quantification vous ont déjà été présentés, je les rappelle ici. En établissement de santé, on doit être en tout point inférieur à 10. Et en établissement médico-sociaux, on a une zone intermédiaire entre 10 et 999 unités formes en colonies par litre. Cette zone, c'est une zone d'alerte, au même titre que si on ne retrouve pas de Legionella pneumophila, mais uniquement de la Legionella. Ça veut dire qu'il va quand même falloir se poser des questions pour savoir pourquoi ça se développe, même si on n'a pas franchi le seuil d'action. Donc on ne reste pas sans rien faire quand en établissement médico-social, on trouve 500 légionelles sur certains points de prélèvement. Il faut se poser des questions techniques sur notamment l'entartrement, la circulation de l'eau, la température de l'eau, etc., etc. La présence de Legionella dans un prélèvement au premier jet va refléter la contamination locale du point de puisage. Il est possible que vous ayez une contamination locale, notamment en cas de corrosion et d'entartrement, voire de retour d'eau froide dans l'eau chaude. Ça a été évoqué aussi. Dans tous vos mitigeurs, que ce soit douche ou lavabo, vous avez des clapets anti-retour, puisqu'à un moment, c'est de l'eau mitigée, donc l'eau chaude et l'eau froide se mélangent, mais à l'endroit où ça se mélange, vous avez des clapets qui permettent d'éviter normalement que l'eau froide ne pénètre dans l'eau chaude ou vice-versa. Alors moi j'avais appris, là je parle sous le contrôle de Madame de Montpezat, que l'eau froide avait une pression supérieure, donc c'était plutôt elle qui risquait on va dire de refroidir l'eau chaude, mais du coup vous avez une eau chaude qui risque de ne plus être suffisamment froide au niveau de votre suffisamment chaude au niveau de votre robinet, ou vice-versa, une eau froide qui n'est plus suffisamment froide au niveau de votre robinet, et donc un développement localisé au niveau de vos mitigeurs. Donc dans ces cas-là, vous aurez un prélèvement au premier jet qui sera fortement contaminé, et quand vous ferez le prélèvement après purge, c'est-à-dire après que l'eau ait coulé suffisamment, lui sera beaucoup moins élevé, voire vous ne trouverez plus de Legionella. Par contre, la Legionella après pure va représenter une contamination plus large du réseau. Donc là, vous avez quelque part peut-être des ennuis un petit peu plus importants avec d'autres points dans votre réseau qui risquent également d'être contaminés. Et puis, la présence de Legionella doit, dans tous les cas, aboutir à une recherche des causes. Donc, on va voir la recherche des causes de prolifération ultérieurement.
Autre chose dans notre enquête, mesurer la température de l'eau chaude sanitaire et de l'eau froide. Il faut bien penser à débloquer les systèmes de limitation de température, ça a été dit, hein, pour gérer les risques de brûlure. Vos mitigeurs sont souvent bloqués avec une eau qui ne dépassera jamais les 50 degrés, voire certains peuvent même les régler un peu plus bas, à 45 degrés. Donc, si vous mesurez la température, vous n'aurez pas la température réelle de l'eau qui arrive jusqu'à votre mitigeur. Donc, il faut penser à débloquer ces systèmes de limitation de température avant de mesurer les températures, notamment pour l'eau chaude. Cette eau chaude sanitaire doit toujours être supérieure à 60 degrés en production et au niveau de vos points de puisage supérieur ou égal à 50 degrés une fois débloquée, bien entendu. C'est également le cas pour le retour de boucle. L'eau froide, elle, doit rester normalement inférieure à 20 degrés. Hein, et donc, ce qu'on a déjà dit, l'eau froide à plus de 25 degrés peut expliquer une prolifération légionnelle dans le réseau d'eau froide. En cas d'eau chaude inférieure à 50 degrés ou d'eau froide supérieure à 25 au niveau des points de puisage, il faut, première chose, vérifier la température de l'eau chaude en production. C'est la première chose à faire. Vérifier la température de l'eau froide à l'arrivée au niveau du compteur. Malheureusement, si la ville vous délivre, et ça arrive l'été, notamment quand on vous délivre une eau puisée en surface, ce qui est le cas dans beaucoup d'établissements, vous avez une eau qui est déjà à plus de 20 degrés au niveau du compteur de l'établissement. Donc, à moins d'avoir des systèmes de refroidissement, ce que l'on n'a pas dans nos établissements, vous allez avoir du mal à faire quelque chose. Vérifier le calorifugage séparé des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Hein. Donc souvent, ces tuyaux courent en parallèle, que ce soit dans les faux plafonds, dans les zones techniques, dans les sous-sols, mais ils doivent être vraiment calorifugés les uns et les autres de manière à ce que l'un ne réchauffe pas l'autre et l'autre ne refroidisse pas l'un. Vérifier l'état des mitigeurs des points d'eau avec des températures non conformes. Hein. On retrouve souvent des cartouches bloquées par le calcaire, une étanchéité des clapets anti-retour, comme je vous l'ai dit, qui n'est plus optimale. Et contrôler également les dispositifs anti-bélier de l'ensemble des protections anti-retour. Hein. Ça, c'est les choses que vous voyez avec les services techniques. C'est pour gérer un petit peu la pression et ne pas abîmer les réseaux. Il y a ces dispositifs anti-bélier qui doivent également être non corrodés, non enterrés et opérationnels. L'étape suivante, alors elles peuvent se faire, hein, c'est pas un ordre chronologique, puisqu'évidemment protéger les patients résidents est tout à fait important et doit être réalisé rapidement. Il va falloir identifier les patients résidents à haut risque de développer une légionellose. Vous en avez un, il s'agirait de ne pas en avoir d'autres. Donc ces patients à haut risque, ce sont les patients ou résidents qui présentent une hémopathie maligne, une maladie du graisson versus l'autre, un cancer évolutif, un traitement immunosuppresseur, s'ils ont bénéficié d'une transplantation ou d'une greffe d'organes. En général, ils ont un traitement immunosuppresseur. Et puis, ça peut concerner pas mal de monde, un traitement de corticothérapie prolongée ou récent et à haute dose. Donc, on vous a remis les dosages. Vous avez souvent des patients un peu âgés qui peuvent avoir ces corticothérapies prolongées. Donc, il s'agit de les considérer comme à haut risque. Donc, dans le secteur d'hospitalisation ou d'hébergement du cas identifié, on va donc limiter l'exposition des autres patients résidents en attendant les résultats des prélèvements, qui vont prendre 10 jours, voire 2 semaines. Hein, donc, il s'agit de ne pas rester sans rien faire durant ce laps de temps. Donc, pour les patients qui présentent une légionellose et qui sont à haut risque de présenter une légionellose, on va mettre en place une filtration, avec une filtration anti-légionnelle des douches et des lavabos utilisés, ou alors organiser la toilette et le lavage des mains dans une bassine. Dans ces cas-là, on démontera tous les douchettes et les douches et on condamnera pour être sûr. On se doit de s'assurer que ces personnes à haut risque n'accèdent pas à des robinets, des points de puisage non filtrés. Pour les autres patients résidents, ceux qui n'ont pas été identifiés comme à haut risque, il faut organiser des toilettes au lavabo. Donc là, l'accès à la douche non filtrée n'est pas autorisé, mais ils peuvent faire une toilette au lavabo. Et si l'on peut, mettre des filtres antilégionnels au niveau des douches si l'on souhaite qu'ils continuent à bénéficier de douches.
Utiliser de l'eau stérile, donc pensez à bien rappeler aux équipes qu'il faut utiliser de l'eau stérile ou à défaut de l'eau bouillie pour remplir les systèmes d'humidification des appareils en lien avec le système respiratoire. Suspendre ou équiper en filtres terminaux les bains à remous ou âgés ainsi que le salon de coiffure auquel on ne pense pas toujours, hein, donc avec une exposition à des aérosols d'eau mitigée au plus près du visage aussi. Hors période de canicule, on interrompt tout système de climatisation. Et après avoir réalisé les prélèvements, on organise la purge de l'ensemble des points d'eau non utilisés quotidiennement, ainsi que la traçabilité. C'est le moment de le faire. C'est pas toujours fait de façon, et encore moins tracé, de façon aussi rigoureuse que ça dans nos établissements. Donc là, c'est le moment de faire comprendre aux unités et aux services qu'il faut être particulièrement rigoureux sur tous ces points d'eau, notamment on pense aux résidents ou aux patients grabataires qui n'accèdent pas à leur douche. On voit aussi régulièrement dans les établissements notamment sanitaires, des patients qui sont sur matelas anti-escar. Donc on a retiré le matelas classique que l'on trouve dans le lit, et où stocke-t-on ce matelas, puisqu'on manque toujours de place, dans la douche. C'est du vécu. Donc forcément, quand il y a un matelas dans une douche, elle ne coule pas, elle est encore moins purgée tous les jours, et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Donc il faut penser à tout ça. Autre étape, informer et identifier. Donc déjà, informer les médecins hospitaliers ou les médecins traitants de la survenue d'un cas de légionellose associé aux soins dans l'établissement. Leur rappeler que voilà, il y a une enquête qui est en cours pour essayer d'évaluer une exposition potentielle au sein de l'établissement, et donc leur rappeler qu'il faut rechercher une légionellose chez tous les patients ou résidents qui présentent des signes pulmonaires associés à une hyperthermie. C'est le moment d'exclure par antigénurie dans un premier temps, plus ou moins culture. Informer les professionnels soignants de la survenue d'un cas de légionellose associé aux soins et des actions de surveillance clinique à mettre en place, et informer les patients et résidents et les familles de l'identification d'un cas de légionellose pulmonaire et donc des mesures à prendre, notamment quand on interdit la douche, qu'on a filtré, que les gens ne retirent pas les filtres, notamment sur les lavabos. Des fois, c'est un peu gênant, un peu encombrant, mais voilà. Donc, il y a de l'information à faire également au niveau des patients et des résidents. Le cas échéant, veillez à ce que l'ensemble des intervenants extérieurs soient informés, notamment ceux qui ont une prestation à risque de légionnelle, le coiffeur, les aidants qui interviennent dans les toilettes, les artisans qui utilisent de l'eau ou qui interviennent sur le réseau. Donc de manière à ce que ces professionnels puissent se protéger. Voilà pour la découverte d'un cas de Legionella. Deuxième cas de figure, vous allez voir, l'esprit est un petit peu différent, mais on retrouve beaucoup de choses en commun. Là, on n'a pas de légionellose, et c'est tant mieux, mais par contre, on découvre de la Legionella pneumophila dans notre réseau d'eau. Je vous ai remis les seuils. Pareil, une démarche qui doit être structurée, là, en 6 étapes. Identifier les patients résidents exposés, protéger ces patients, informer, alerter, rechercher les causes de prolifération, mettre en place les actions correctrices et vérifier la normalisation. Première étape, donc, identifier les patients résidents exposés. Donc, on va identifier avec le responsable de l'installation la zone géographique dépendant de la même boucle d'eau chaude sanitaire et ou desservie par la même colonne d'eau froide, s'il s'agit de légionelles qu'on a retrouvées dans l'eau froide. Quand on a identifié cette zone avec le responsable technique, c'est ce qu'on va définir comme notre zone géographique à risque. Pour faire cela, il faut que l'établissement détienne un schéma à jour du réseau d'eau froide et du réseau d'eau chaude sanitaire. Ça commence par là. Si on ne sait pas du tout comment circulent nos tuyaux, on va avoir du mal à identifier, à circonscrire une zone restreinte. Le réseau d'eau chaude sanitaire doit impérativement être bouclé, avec un départ-retour chaudière pour tous les étages de l'établissement, et la portion de tuyau qui part de la boucle d'eau chaude et qui mène au point de puisage doit toujours être inférieure à 3 mètres. C'est parfois le moment, quand on a une alerte, de se rendre compte qu'on ne répond pas forcément totalement à ces préconisations de base.
La présence de légionelles sur un prélèvement au premier jet, comme je l'ai dit, reflètera la contamination locale du point de puisage et après purge, ça représente souvent une contamination plus large du réseau. Autres critères qui permettent de suspecter une contamination élargie du réseau, plusieurs points de puisage contaminés, la présence de Legionella pneumophila en retour de boucle à plus de 1000 unités formant colonie par litre, ou un point de puisage qui présente des taux de Legionella pneumophila à plus de 10 000 unités formant colonie par litre. Ce n'est pas strictement la preuve qu'on a une contamination large, mais ce sont des faisceaux d'indices. On va également identifier les patients résidents à haut risque de développer une légionellose, selon la définition que je vous ai décrite tout à l'heure, qui vont être prises en charge dans cette zone géographique à risque que l'on a identifiée. Donc ça, c'est important de, voilà, une fois qu'on a notre zone géographique à risque, de prendre patient par patient et de regarder quels sont ceux qui seraient potentiellement à haut risque, patients ou résidents, bien sûr. Deuxième chose, une fois qu'on a identifié cette zone à risque et les patients à haut risque, on va protéger les patients et les résidents. Pour tous les patients résidents, on va filtrer ou condamner les points de puisage contaminés, bien entendu. Pour les patients résidents à haut risque identifiés, comme tout à l'heure, mettre en place des filtres antilégionnels sur douche et lavabo et à défaut organiser une toilette et un lavage des mains dans une bassine et on démontera les douchettes et les douches pour s'assurer de l'inemploi de ces points de puisage. Pour les autres patients résidents, on n'autorise pas, à moins qu'il ne soit filtré, l'utilisation des douches, mais la toilette au lavabo est autorisée. On va, comme tout à l'heure, utiliser de l'eau stérile pour tous les systèmes, ou à défaut bouillie pour tous les systèmes en lien avec le système respiratoire. On suspendre ou on équipe en filtres terminaux tous les bains à remous âgés. On met en place des filtres au niveau des douches du personnel. Les personnels sont beaucoup moins à risque de légionnelle, mais quoique ça peut également arriver. Et puis une fièvre de Pontiac, c'est jamais agréable tout de même pour nos professionnels. On condamne l'utilisation des douchettes. Pensez à la cuisine, où il y a souvent beaucoup de douchettes, notamment au niveau des plonges. Et on arrête bien sûr les fontaines décoratives et les brumisateurs. Informer, alerter. Alors, on informe aussi les médecins traitants qui ont des patients dans la zone géographique à risque et de la potentielle exposition de leurs patients. On va également informer les médecins traitants des patients sortis à domicile dans les 2 dernières semaines de leur... On va informer donc les médecins de leur potentielle exposition. Vous trouverez dans le kit, je vous dirai un petit mot tout à l'heure, des courriers types pour les médecins traitants. Ce sont des courriers que vous pouvez modifier et compléter et télécharger ou vous inspirer pour créer vos propres courriers. Demandez aux médecins de rechercher une légionnelle, ça c'est également mentionné dans le courrier, par antigénurie, en présence de tout signe pulmonaire associé à une hyperthermie. Informer les professionnels soignants de la présence de légionelles dans le réseau. Pareil, vous trouverez une fiche d'information du personnel dans notre kit. Et informer les patients résidents de la zone à risque. De même, une fiche info patient résident, un modèle est présent dans notre kit. Le cas échéant, veillez à ce que l'ensemble des intervenants extérieurs dans la zone géographique à risque soient informés, notamment ceux avec une prestation à risque de légionnelle. On reparle des coiffeurs, des aidants à la toilette, des artisans plombiers, notamment qui interviennent sur le réseau. Autre étape, rechercher les causes de prolifération. Donc pour ça, vérifier l'organisation des purges de l'ensemble des points d'eau peu utilisés. C'est quelque chose qui devrait être en place en routine, mais c'est souvent à l'occasion d'alertes qu'on se rend compte que ça n'est pas fait, ça n'est plus fait, ça a été abandonné, on découvre des choses comme ça, des fois en tant qu'hygiéniste, des choses qui ont été mises en place, qui sont dans des procédures et qu'au fur et à mesure du temps arrêtent d'être pratiquées. Donc c'est 1 minute en eau mitigée et pensez à la traçabilité. Et cela dans la chambre de résident hospitalisé, bien sûr, on en a parlé, la chambre de résident sortie, en voyage ou dans la famille, dès que la durée de l'absence est supérieure à 48 heures.
Les bureaux des professionnels absents depuis plus d'une semaine, pour ceux qui ont des lavabos, voire parfois des toilettes dans leur bureau ou à proximité de leur bureau. Les douches des professionnels non utilisées, il y en a aussi beaucoup. Hein. Dans beaucoup d'endroits, on trouve des douches qui ont été transformées en placards ou dans lesquelles on a fourré. On est toujours à la recherche de place dans nos établissements et pourquoi pas condamner une douche, mais en fait, la douche, elle est condamnée, sauf que le robinet et l'eau derrière ce robinet est toujours là. Et puis, la douche d'une chambre occupée par un patient résident non utilisée également. Mesurer les températures d'eau chaude sanitaire et d'eau froide, c'est exactement la même chose, je vous renvoie au début du diaporama. Organiser les prélèvements d'eau exploratoires pour évaluer l'étendue de la contamination. Parfois, on a prélevé un point relativement défavorable à un étage, mais il s'agit de savoir si les points en amont, notamment, ou en aval, quand il y en a, sont pas eux aussi contaminés. Donc, c'est important de pouvoir avoir une enquête un petit peu plus large. Donc, on va prélever les points de puisage situés en amont ou des points de puisage contaminés, selon les mêmes modalités. Et si ces points de puisage délivrent une eau froide toujours supérieure à 25 degrés, on va également organiser des prélèvements différentiels eau chaude, eau froide. Répertorier les points d'eau non utilisés. On en a parlé, les bras morts fonctionnels et les bras morts structurels, tuyaux en cul-de-sac ou qui perdurent. Et je rebondis sur mes fameuses douches condamnées parce qu'utilisées comme placard, notamment les douches du personnel. Là, on est sur des bras morts fonctionnels, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un cul-de-sac, simplement c'est un point de puisage qui est non utilisé de façon quasi définitive et qui, pour le coup, devient un bras mort. Vérifier la prévention de l'entartrage de l'installation. Ça, c'est pareil, on découvre souvent que quand on fait le tour, nos robinets, un certain nombre peuvent être particulièrement entartrés, ça se voit visuellement. Malgré les mesures de prévention, tout ça va dépendre de la dureté de l'eau dans le territoire dans lequel vous êtes. Il y a des eaux qui sont relativement acides, corrosives, qui posent d'autres problèmes, notamment dans les Vosges, où là, le tartre, on ne connaît pas, et puis vous avez des zones que l'on connaît bien, notamment nous, autour de Nancy, où vous avez beaucoup de calcaire à l'inverse. Donc c'est important de pouvoir vérifier visuellement, avec les services techniques, l'entartrage de chaque point de puisage. Réaliser un autodiagnostic du fonctionnement des boucles d'eau chaude sanitaire. Il faut savoir si ces boucles sont bien équilibrées, si l'eau circule correctement à vitesse, de manière à ne pas se refroidir en fin de parcours trop fortement. Et donc ça, il faut demander aux services techniques de pouvoir le faire. Et éventuellement de faire un équilibrage. Alors ça, c'est leur rayon. Je serais bien incapable de faire un équilibrage sur une boucle, mais c'est parfois des choses qu'on a vues ensemble lors de la découverte de légionnelles dans nos réseaux. Après avoir mené cette enquête, bien sûr, il y a les actions correctrices qui en découlent. Planifier rapidement la suppression des bras morts identifiés ou leur purge quotidienne. Vous avez le choix quand vous avez un bras mort fonctionnel, une douche non utilisée, soit il faut définitivement l'éliminer, la condamner, donc demander des travaux de plomberie dessus de manière à retirer les tuyaux et le robinet qui sont inutilisés, ou alors il faut trouver un moyen de purger. Alors quand on a fait un placard dedans, c'est un peu plus compliqué. On préfère souvent éliminer les robinets et les tuyaux. Changer la robinetterie du ou des points contaminés, ou démonter, détartrer, désinfecter et vérifier les clapets anti-retour. Deux choses, soit on change, soit on entretient complètement. Changer les éléments de robinetterie entartrés, flex-slip, pommeau de douche, mousseur. Dans certains coins, alors c'est vrai que le détartrage, voire le changement moins écologique, est préconisé une fois par an. Par contre, dans certains coins où vous avez une eau particulièrement calcaire, ce détartrage ou ce changement devra avoir lieu tous les 6 mois. C'est-à-dire qu'on doit être sur du préventif, on ne doit pas attendre qu'un robinet, un mousseur, un tuyau soit complètement entartré avant d'agir. Donc ça va un petit peu dépendre de la qualité et notamment de la dureté de notre eau. L'entretien des mitigeurs entartrés,
si ce n'est pas réalisé depuis plus d'1 an, on devra le faire. Hein. Donc, c'est un peu plus fastidieux. C'est des travaux de plomberie un petit peu longs parce qu'il faut démonter ces mitigeurs, les détartrer et remplacer éventuellement les cartouches de réglage. Nettoyer, détartrer et désinfecter les installations de production de stockage, en particulier les ballons. Si nécessaire, à l'issue des autres actions correctrices, et uniquement une fois on s'est posé toutes ces questions sur l'entartrage, sur l'état de nos robinets, de nos mitigeurs, de nos ballons, éventuellement de nos bras morts, si nécessaire, on peut être amené à effectuer un traitement chimique ou thermique. Thermique, c'est parfois un peu compliqué de monter très fortement en température à partir de la chaudière, surtout si ce qu'on veut désinfecter est limité. Ça nécessite de monter de l'eau chaude souvent sur une zone géographique beaucoup plus importante avec les risques de brûlure, puisqu'il bien évidemment, il faut que les robinets soient ouverts pendant le traitement, qu'on soit sur un traitement chimique ou thermique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir une très bonne organisation pour ne pas exposer les patients ou les résidents, puisque l'eau va couler soit brûlante, soit avec traitement chimique, on est souvent sur du chlore, hein, parlons de chlore, avec une concentration de chlore avec lequel on ne doit pas avoir de contact. Donc c'est vraiment une organisation compliquée à mettre en place, mais qui parfois s'avère nécessaire. Hein. On vous renvoie dans la checklist sur le guide que Madame de Montpezat a présenté, notamment sur les choix adaptés aux installations. Si nécessaire, en fonction du diagnostic de fonctionnement des boucles d'eau chaude sanitaire, on va aller jusqu'à la planification de la réhabilitation du réseau. Hein, quand on a des réseaux qui sont très dégradés, on peut être amené à planifier progressivement, parce que là on est sur des travaux plus lourds, une réhabilitation du réseau avec un changement de certains tout ou partie de certains tuyaux. Une fois que l'on a fait tout ça, on va vérifier la normalisation, hein, donc planifier des recontrôles après ces actions correctrices, évidemment recontrôler tous les points contaminés, contrôler le retour de boucle jusqu'à la production d'eau chaude, et si on a mis en place un traitement chimique, on aura un contrôle à 48 heures, puis 2 à 8 semaines après le choc, afin de vérifier la pérennité de l'effet du traitement. Ça sert à rien, je dis ça parce que certains services techniques on aimerait qu'on fasse faire des contrôles, hop, ils traitent, ils arrêtent le traitement, on fait le contrôle juste derrière. Alors, c'est parfois une mauvaise idée, dans le sens où, après notre traitement, on peut avoir un relargage encore plus important, hein, de légionnelles ou autres micro-organismes si on prélève juste après, parce qu'il y a souvent pas mal de cochonneries qui sortent à l'issue de nos traitements thermiques et chimiques. Alors ça se voit plus avec des traitements chimiques d'ailleurs qu'avec des traitements thermiques, donc il faut vraiment attendre 48 heures pour que les choses se soient un petit peu stabilisées à l'issue du traitement. Et évidemment, on reprendra l'utilisation de l'ensemble de nos points après normalisation. Les filtres, si vous les avez installés, sachez que la plupart du temps, ils sont valables au moins 2 mois. Donc vous pouvez les utiliser jusqu'au bout, même après la fin de vos traitements. Par contre, on ne décroche pas un filtre d'un endroit pour le réinstaller ailleurs. En conclusion, donc il y a une nécessité de bien structurer la démarche et d'avoir à disposition une conduite à tenir au préalable, hein, que ce soit en cas de découverte d'une légionellose ou en cas de découverte de légionnelle dans le réseau. Bien connaître les rôles et les responsabilités au sein de l'établissement. Il y a des choses qui vont dépendre plus du soin, d'autres qui sont plus techniques. Donc bien savoir qui fait quoi, hein, pour que personne ne pense que l'autre va le faire. Et n'hésitez pas à prendre appui auprès de l'ARS ou du CEPIAS. Et pour les établissements médico-sociaux, des EEH et des EMH quand vous en disposez. Et puis utilisez, si vous le souhaitez, le kit du CEPIAS Grand Est que l'on met à votre disposition. Alors ce kit légionnel, il comporte une checklist assez complète et encore plus détaillée que ce que je viens de vous dire, avec des liens notamment qui vous renvoient sur des formulaires, sur des guides, et qui vont décrire toutes les étapes nécessaires pour bien gérer l'une ou l'autre des situations. Vous trouverez une fiche info patient résident, comme je vous l'ai dit, une fiche info personnelle, le formulaire CERFA, la déclaration obligatoire,
Donc, vous pouvez aussi retrouver via le lien dans la checklist. Un formulaire d'envoi de souche clinique au CNR et un courrier pour les médecins. Vous avez une version établissement sanitaire, une version établissement médico-sociaux. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je remercie également les contributeurs des établissements à notre groupe de travail légionnel qui se sont penchés avec nous sur cette problématique et qui nous ont aidés à mettre en œuvre l'ensemble des documents que je viens de vous présenter. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Donc, il y a beaucoup de retours. Alors, tout d'abord, des personnes qui donnent des conseils. Une personne dit la solution du e-carnet, qui offre un accompagnement du réseau d'eau avec un carnet sanitaire en ligne pour 300 € annuels. Ce sont des ingénieurs de l'eau qui suivent et conseillent, et apparemment cette personne est ravie de ce prestataire. Effectivement, ça peut être. Merci pour le tuyau. Voilà, merci pour cette information. Une autre personne qui indique qu'il existe un super système d'équilibrage de réseau automatisé chez Georges Fischer. Voilà, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez une référence. Et puis à présent, des questions. Y a-t-il un intérêt à faire des chocs thermiques tous les jours en automatique ? Donc, effectivement, il y a des chaudières, des productions d'eau chaude qui ont un cycle. Est-ce que toi, Émilie, ou est-ce que Madame de Montpezat, voilà, a vu la réponse, s'il vous plaît? Moi, je parle là sous le contrôle des ingénieurs avec lesquels je travaille. Ils aiment pas forcément beaucoup faire des traitements, que ce soit short thermique ou chimique, de façon régulière, parce que ça abîme les réseaux. On est vraiment avec cette problématique légionnelle on marche sur un fil, c'est-à-dire que plus on va traiter, plus on va dégrader notre réseau, plus il risque de se coloniser avec des légionnelles. Et voilà, il ne faut pas trop en faire. Je ne sais pas ce qu'en pense Madame Montpezat. Oui. Alors, l'idée de la réglementation et de la prévention, en fait, et de la surveillance, c'est d'éviter d'aller dans ces situations qui sont curatives, qui sont de dernier niveau. En fait, c'est le but, parce que ces solutions de dernier niveau, elles sont forcément agressives. Donc, en plus, elles peuvent être frustrantes à votre niveau, parce que quand vous les mettez en œuvre, vous pouvez décoller du biofilm, vous pouvez décoller et avoir des résultats qui sont pas bons avec la longueur des réseaux, avec des analyses a posteriori. Donc, en fait, il vaut mieux faire un travail de longue haleine et de surveillance et de remonter légèrement température et de faire des traitements faibles ou de l'entretien au fur et à mesure que de mettre en place ces traitements curatifs, ces chocs qui sont difficiles à maîtriser sur les issues après derrière. Et après, les professionnels aussi le disent, c'est vraiment à gérer en fonction des réseaux. Et on sait très bien qu'il y a des établissements qui sont très anciens, avec des matériaux peu propices à mettre en place ces traitements. Donc, on essaie vraiment d'éviter de les mettre en place. Et c'est vraiment circonscrit à des cas groupés, à des contaminations qu'on n'arrive pas à gérer, sur lesquelles on n'arrive pas à déterminer des bras morts. Alors, on a vu les exemples là, pour l'instant, c'était des bras morts structurels qui étaient visibles et accessibles, mais on a souvent dans les bâtiments dont on ne connaît pas les réseaux, des bras morts qui sont dans les cloisons. Et donc là, on ne le sait pas, et c'est là qu'on a des difficultés. Donc, on réserve vraiment ça en dernier rideau, et c'est vraiment ça l'approche de mettre de la gestion au long cours. Merci beaucoup. Une question, une interrogation quant au seuil de légionnaires. Il est indiqué pour les établissements sanitaires inférieurs à 10 UFC, mais la personne indique que dans les services de SSR, psychiatrie, ESMS, il y a également des patients qui sont extrêmement fragiles.
Le seuil est de 1000, mais alors, est-ce que, quand vous parlez de 10 UFC, est-ce que c'est réservé exclusivement aux sanitaires? Oui. Mais quid du coup Oui. des patients à risque en ESMS? Par exemple, la personne qui a un lymphome qui est en ESMS, en EHPAD, et qui elle-même est patiente à risque. Alors, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, quand on parle de sanitaire, c'est aussi valable pour la psychiatrie, voire l'USLD, on est en sanitaire. En ESMS, effectivement, les seuils sont un petit peu plus tolérés. Après, les patients à haut risque, par exemple lymphome ou autre, hein, il faut les protéger. C'est-à-dire que ce qu'on fait d'ailleurs, là j'en ai pas parlé, mais ce qu'on fait au quotidien pour prévenir la légionnelle, c'est qu'on n'attend pas. De toute façon, on fait des contrôles une fois par an, voire un petit peu plus si on a un réseau qui n'est pas au top de ce point de vue-là. Mais on ne maîtrise pas en permanence les taux de légionnelle de l'ensemble de nos lavabos et de nos douches pour l'ensemble de nos patients, voire de nos résidents. Donc, ceux qui sont repérés à haut risque, il y a systématiquement une filtration douche et lavabo. Alors, il y a des secteurs qui reçoivent par définition des patients à haut risque, hein, les secteurs d'hémato-onco, voire de cancéro, de greffe, etc. Eux, tous les lavabos et les douches sont filtrés. Par contre, je vois, moi, dans mes établissements, je n'ai pas ce type de secteur. Par contre, j'ai des secteurs de médecine, de cours séjour gériatrique, de chirurgie, et j'ai régulièrement des patients qui rentrent identifiés à haut risque parce que c'est pas parce que je suis pas spécialisée que j'ai pas de temps en temps quelqu'un qui a un lymphome ou un cancer évolutif et du coup ces patients sont protégés immédiatement lavabo et douche alors le plus rapidement possible évidemment l'hygiène étant pas là H24 mais les services sont sensibilisés, disposent des douchettes, savent les mettre en place. Alors, c'est parfois un peu compliqué parce qu'il faut des raccords pour les lavabos. Donc, on a une astreinte technique qui peut mettre en place les raccords, le week-end notamment. Et du coup, voilà, on essaye au maximum de protéger les patients partout. Et donc, pour les ESMS, c'est pareil. Si c'est arrivé qu'on ait des résidents à haut risque, on n'en a pas beaucoup, mais c'est arrivé, et ben à ce moment-là, on filtre. On filtre s'ils ont accès à leur douche. Si c'est des résidents qui ont accès aux douches et lavabos, on filtre. Merci, Émilie. Émilie, par rapport à cette, voilà. par rapport à cette question, je voulais juste... donc, le seuil, au fait, pour les immunodéprimés, c'est 10 UFC, c'est plus de 250? Oui, c'est 10. Okay. Depuis, je ne sais plus, ça fait quelques années maintenant hein, que c'est 10. Oui. 250, c'était le seuil de détection. C'était qu'avant, techniquement, on ne savait pas détecter en dessous de 250. C'était en routine, en tout cas, c'était compliqué. Maintenant, grâce au PCR, développement de la PCR, on s'est détecté à partir de 10, donc le seuil a été repoussé. Mais l'esprit, c'est qu'on ne veut pas en trouver. Donc avant, quand on ne savait pas en trouver moins de 250, bah, c'était 250. Maintenant qu'on sait en trouver jusqu'à 10, c'est 10. Merci. Une question, mais vous avez déjà... Enfin, je cite la question de la personne. Les purges des points d'eau peu utilisés doivent-elles être réalisées et à quelle fréquence? De façon journalière ou hebdomadaire? Donc, les purges des points d'eau peu utilisés. Ce n'est pas utilisé, c'est peu utilisé. Alors, c'est difficile de ce qu'on appelle peu utilisé. Moi, j'ai tendance à dire un point d'eau qui n'est pas utilisé au minimum toutes les 48 heures doit être purgé. Alors après, soit il est purgé toutes les 24-48 heures pendant 1 minute. Par contre, s'il est purgé toutes les semaines, il faut purger un peu plus longtemps. Et puis, il faut surtout bien ouvrir les robinets à fond parce que le but, c'est qu'il y ait un effet mécanique du passage de l'eau, donc à grande vitesse, de manière à décrocher ce qui aurait pu se coller au niveau du robinet, au niveau du mousseur et au niveau du tuyau qui va de la boucle jusqu'au robinet. Donc après, ça, c'est un petit peu à voir ce que vous pouvez mettre en place. Mais on va dire que tout ce qui n'est pas utilisé toutes les 48 heures doit forcément faire l'objet de purge. Une personne qui indique que les prestataires fournissent sans surcoût des aquapacks pour les concentrateurs d'oxygène et qu'il suffit de les demander donc aux pharmaciens. Comme cela, il n'est pas nécessaire d'utiliser
Tout à fait. D'autres systèmes avec de l'eau stérile ou peut-être de l'eau d'uréso chez les patients, par exemple, au domicile. Il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Je refais le tour du choc thermique. Vous avez répondu à toutes les questions, mesdames, et on vous en remercie. Mesdames, messieurs qui participaient, n'hésitez pas à écrire ou à lever la main si vous souhaitez avoir d'autres précisions. Nous avons des experts qui pourront répondre en direct à l'ensemble de vos questionnements. Et puis, Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, c'est qu'on a été plutôt clair. Voilà. Donc, nous remercions tous les participants et n'hésitez pas de toute façon à nous contacter si vous avez des questions plus précises ou une situation particulière que vous voulez discuter, dont vous voulez discuter avec nous. Bon après-midi à tout le monde.